L'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue au dernier épisode de la 9e saison. Pas le dernier épisode. Ben non, ça va faire peur au monde, là. La 9e saison de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert, et à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô? Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts ou Spotify ou avec Diaporama sur YouTube. Catégorie libre bénéficie de financement du gouvernement du Canada. Notre invité aujourd'hui est Éric Mathieu Doucette. Éric Mathieu Doucette commence son trajet en improvisation à l'école secondaire Nipissiguit de Bathurst en 1996, juste à temps pour participer à la Gougoune dorée. Il passe ensuite à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la LICUM, où il obtient rapidement le surnom de Fireball, un nom qui allait le suivre longtemps. Après 5 saisons à la LICUM et un court séjour sur le banc de l'ESN comme entraîneur à un seul tournoi, Fireball va étudier 1 an en France où il se joint à la Ligue universitaire d'improvisation théâtrale, la LUDI, de l'Université de Poitiers. Puis une autre saison de la LICUM. Éric Mathieu jouera aussi dans la Ligue d'improvisation acadienne et durant ses années universitaires sera un préféré pour les prix du plus sympathique et du plus puni. Après ses études, il deviendra directeur général de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick pendant 7 ans où il embauchera et continuera de travailler avec bon nombre d'improvisateurs. Il est aujourd'hui professeur adjoint à l'école de kinésiologie et de loisirs à l'Université de Moncton. Éric Mathieu, bienvenue à l'émission. Bonjour. On parlera avec Éric de sa carrière et sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, de notre vieil ami, le chaos. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. Alors, Éric, Fireball. Bonjour Mike. Fire. Bonjour Isabelle, ça va? Oh, oui. La même question survient chaque fois. Comment tu commences à jouer de l'improvisation? Parce que tu y arrives tard pour un jeune du secondaire. Oui, je Oui, dois non? te dire, oui, ben oui. J'ai participé au dernier tournoi possible, ma 12e année, comme tu peux pas rentrer plus tard que ça, il me semble. T'arrives après le tournoi. C'est comme tu rentres, là, dans un film, là, puis les credits commencent à passer. Non, c'est ça. Moi, à l'école, j'étais quand même assez gêné. Okay. Ouais, j'étais super gêné. Je faisais pas de bruit en classe, tout ça. Jusqu'à l'été entre ma 11e puis ma 12e année. Il y a un gars qui s'appelait Éric Larocque qui est venu me voir puis il dit je m'ai inscrit à un colloque de leadership pour l'Académie jeunesse des Jeux d'Acadie puis les autres de Batters ont flushé so tu veux-tu venir. So il a apporté moi puis Philippe Robichaud qui est un gars qui faisait de l'impro. Puis c'est à ce colloque-là qui était à Pointe-à-l'Église en Nouvelle-Écosse. Comme. OK. C'est loin, là. Oui. Quand ça jamais sorti de Batters, c'est loin, là. Ça va être barré. T'sais, là, hein. So, parti là-bas, rencontrer du monde, j'ai commencé à m'ouvrir, m'épanouir, commencé à m'engager l'année d'après, ma 12e année. J'étais impliqué pour la première fois à l'école. Puis là, il y avait l'équipe d'impro, puis c'était tous mes chums qui étaient dedans. T'avais des Geneviève Arsenault qu'on appelait Chicks dans le temps. Il y avait des John Diamond, qu'on appelle John Diamond tout le temps. Il y a pas de John, il y a John Diamond. Pour les gens qui jouent aujourd'hui, le fait qu'il y a des Diamond dans le dos de chandail, comme à Justin Guitard et son frère, ça c'est le vieux chandail à John Diamond. Ah. Ils ont comme volé son surnom. Ben, ils ont volé son nom, puis ils l'ont transformé en surnom. Puis, à un moment donné, il y a eu des tournois, tout ça, puis il y avait la Gougoune qui s'en venait. Puis ils m'ont demandé « Hey, ça tenterait-tu de venir? » Moi, j'ai jamais fait d'impro. J'étais comme à une pratique, je pense. C'était une pratique puis un tournoi. Je pense pas qu'on avait particulièrement bien fait à ce tournoi-là, mais c'était le fun. Puis j'avais trippé et tout. Puis c'est comme ça que j'ai vraiment commencé. Parce que mes chums m'ont dit « Hey, tu sais, pourquoi tu viens pas? C'est le fun, on a du fun. » Puis ils avaient été à un autre tournoi avant, puis là, ils avaient des histoires, puis là, t'avais tout l'impro avec John sur une poupée qui avait une bombe dedans, puis comme je n'ai entendu cette impro-là comme 8 ans de temps dans tout le temps que j'étais à l'université, so, je me dis pourquoi pas? Puis j'ai vraiment joint ça sans vraiment savoir quoi c'était. Alors j'ai sauté dedans la tête première dans le fond. As-tu même des souvenirs de cette Gougoune-là? Pas vraiment, pas beaucoup. Je sais que j'ai été, il me semble. Il me semble que j'ai été. Je pense que j'ai été, ouais. Okay. Non, je me rappelle un peu. Puis là, l'été a fini.
Puis là, ben, c'était la première année, j'ai décidé d'aller à l'université. J'ai commencé en génie. J'ai fait 1 année en génie avant que je réalise que c'était pas pour moi. Puis, à un moment donné, il y a une Rachel Gauvin. Je marchais dehors, puis elle a sorti comme d'un arbre, là. Comme il y avait un buisson. Puis c'est comme croisé l'autre bord du buisson. Puis elle dit, hey, elle dit, Eric, hein? Je dis, ouais, t'étais à la Gougoune? Ah oui, j'étais à la Gougoune, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que j'étais à la Gougoune. Ouais, ça doit être vrai. Alors, elle dit, t'étais à la Gougoune, hein? Je suis comme, oui. Elle dit, pourquoi c'était pas à la première réunion d'improvisation à la Légume? Je suis comme, qu'est-ce qu'est la Légume? J'avais aucune idée, j'avais pas vu, tu sais, j'avais pas checké mon Facebook en 96, tu sais, je savais pas si ça s'en venait. Non, on avait pas ça. So, elle m'a convaincu d'aller à la 2e réunion, puis c'était une petite réunion, tu sais, pour les nouveaux, tu sais, pour la Légume, former les équipes et tout. C'était à Jeanne-de-Valois, dans les locales d'art dramatique. Finalement, ils ont nommé des équipes, puis je pense qu'on était passé cette année-là, so j'ai fait les équipes. Alors, ça a super bien Dans tombé. ce temps-là, Eric, tout le monde faisait l'équipe. Tout le monde faisait l'équipe. On essayait de comme fitter le plus de monde possible, puis ça, c'était l'équipe des Blancs. Rachel Gauvin, sœur de Robert. Donc, fait partie une legacy. Moi, cette année-là, j'ai choisi l'équipe des Blancs. J'étais un retour au jeu. J'ai choisi l'équipe des Blancs, mais la capitaine allait être Margot Pelletier. Donc, c'était comme nous autres. Oui. Puis ben, on a pris Rachel, puis on a pris toi. Je sais pas comment est-ce que ça a arrivé. Quand elle est surpris que c'est elle qui t'a recruté, puis là, vous avez fini dans la même équipe. Ben alors, ça devrait qu'elle a vouché pour moi. Non, je venais avec. Je pense, c'était pas ça le processus. Le processus, c'est que le monde se battait pour le monde, là. T'avais des capitaines qui se battaient, là. Admets-le, t'étais bon. C'était juste... Bon, moi, je considère vraiment la Licume comme mon début d'impro. Parce qu'à l'école, j'étais une pratique, un tournoi, tu sais. Je savais pas trop ce qui se passait. Puis c'est vraiment la Licume, ma première année, que j'ai commencé à m'intéresser, commencé à jouer et commencé à suivre les règlements et tout ça. Alors, ouais, très intéressant. Commencer à suivre les règlements. Isabelle a bien dit que t'avais été souvent le joueur le plus puni. Je sais pas quoi ce qui arrivait. Ah, non? Non, on dirait qu'il y a tout le temps quelque chose qui arrivait quand je rentrais dans un impro. C'est vrai. Puis... C'est juste hors de ton contrôle. Hors de mon contrôle. Moi, je comprends pas, parce que je gagnais souvent le joueur le plus sympathique et joueur le plus puni. Bon, il me semble ça fit pas ensemble. Ben, il y a du monde qui sont punis parce qu'ils font de la rudesse. Ouais. Puis cabotinage, puis écrasent les autres. Ça, c'est de la punition nocive. Toi, t'étais le maître de la punition, puis parce que là, on a joué ensemble cette année-là, mais le reste du temps, là, j'étais ton arbitre. Puis c'était les genres de punitions insensées qui font pas de mal à personne, mais plutôt que qui font pas de mal à personne. Je me souviens d'une improvisation où ce que t'as volé mon portefeuille, puis pris ma carte café, là, où ce que t'avais des punchs de café, tu l'as déchiré en petites miettes, parce que dans l'impro, c'était quelque chose d'autre. J'ai perdu un café gratuit cette journée-là. Puis tu m'as donné un café aujourd'hui, c'est très généreux de ta part. C'est vrai. Mike. Tu vois, il a oublié le pardon. Moi, je pardonne. Je pardonne. Quel bon moment. Mais c'est des choses comme ça qui arrivaient. Il y a la fois que plusieurs personnes vont se souvenir que t'as fait la roue dans l'arène. Un cartwheel. Et il y a plein d'ustensiles qui ont déboulé de tes poches. Ouais, Cling, cling, comme des douzaines, là. J'avais beaucoup d'ustensiles dans mes poches cette journée. Tu sais, c'est les genres de choses qui arrivaient. T'es douzaine, hein? Qui te fait être puni, mais c'est pas malicieux. C'est pas malicieux. À moins que t'aurais fait exprès. Non. Puis... Mais je pense pas qu'il y a personne qui, par exprès, rentre dans un impro les poches pleines d'ustensiles. Non, parce que ça, c'est un shenanigans qui se passait on the side, là. Puis ça a juste intersecté. Oui, c'est ça. Mauvaise place, mauvais moment. Mauvais pantalon, pas trop loose. C'est ça. Puis, mais, c'est... par rapport à mon histoire, parce que t'as déchiré ma carte café, que après je te l'ai reproché, puis tu t'en souvenais pas d'avoir fait ça comme une semaine plus tard, ou un jour plus tard, ou une heure plus tard. La question, pour moi, c'est, est-ce que c'est de même quand tu jouais de l'impro que t'étais complètement dans le monde? Moi, j'étais dedans. J'étais immersé. C'est aussi que j'étais grand, mais j'étais debout sur la bande, puis si je traversais d'un côté à l'autre de la bande, j'allais marcher, j'allais suivre le petit fil en bois qu'un 2x4, on s'entend, là. Puis des fois, mais j'allais par le ballon puis mettre mon pied sur une table pour pas tomber à terre. Puis punition, ça s'en venait. Ça, c'était souvent des choses comme ça que je prenais des risques, je me limitais pas. Puis cette ligne qui est un peu une zone grise, des fois j'étais dessus, des fois je la dépassais. Jamais dans le but de faire une punition, jamais dans le but d'en ramasser comme tel, mais je faisais peut-être pas trop attention. Je me portais trop à la création, je pense, sans considérer les limites que
non, ça, j'aurai une punition pour ça. Ouais, on est moins tough sur les accidents. Ouais. Aujourd'hui, je dirais. Puis aujourd'hui, il y a plus pour les tournois, anyway, il y a plus de prix du plus puni. On donne le plus audacieux. Parce que, ça que tu viens de dire, frôler la limite, être dans la zone grise, prendre des risques, des fois tu te fais punir. Ben, au lieu de donner ça, parce que dans un tournoi, tu pognes jamais assez de punitions pour que ça vaille la peine de dire. Je me souviens une fois, là, Isabelle avait gagné prix du plus puni, puis elle avait une punition personnelle. Puis oui, au zèbre, c'est ça. Au zèbre d'or. Oui, là, on a fait comme, peut-être que c'est moins légitime, ça. C'est ça, là. C'est juste parce qu'on donne moins de punitions personnelles. On punit moins les erreurs accidentelles comme ça. Fait. Je pense que toi, tu dates d'une époque où c'était strict. Oui. Tu te regardais pas dans les yeux puis tu te faisais punir. Et si tu toussais quand c'était une comparée, t'avais une punition. C'était pas ton équipe, là. Mais c'est drôle. J'exagère à ce point-là, mais c'est quand même drôle que tu te présentes comme un joueur qui prenait des risques quand ce que une couple d'années avant, 1 an avant, 2 ans avant, tu te décrivais comme gêné. Maintenant, on te connaît comme quelqu'un qui était super engagé, pas juste dans l'impro, dans la communauté at large, la communauté acadienne at large, puis qui enseigne l'engagement quelque part. Oui, totalement. Il y a vraiment un shift qui s'est passé. Un shift, fork in the road, opportunité. La vie, c'est une croisière de chemins. Puis il y a des choses avec des chemins qui vont à droite, à gauche, tout droit. Puis des fois, tu prends différents chemins, puis ça t'apporte à autre chose. Puis tout ça, c'est interconnecté. Mais sans sortir du sentier battu, tu n'évolues pas en tant que personne. Moi, je crois beaucoup là-dedans. T'sais. Il faut sortir de sa zone de confort pour découvrir des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, qui vont mener à d'autres choses et à d'autres choses qui n'auraient pas arrivé si tu aurais resté chez vous watcher Netflix tout le temps. T'sais. On n'avait pas Netflix en 96. Mais on s'entend. Des reruns, OK? J'essaye de connecter avec la crowd actuelle. Avec aujourd'hui. Puis est-ce que ça c'est quelque chose que tu dis en rétrospect ou est-ce que t'avais déjà un peu cette philosophie-là quand t'étais un jeune en 11e année? Quand est-ce que t'as dit oui à Éric Larocque? Ah non, pas du tout. Éric Larocque m'a convaincu dans ce temps-là, tu sais. Puis j'ai commencé à m'engager d'eau. Là, j'étais président du souper spaghetti parce qu'il y avait personne. Puis finalement, on était comme 50 bénévoles à Rollerblade en train de ramasser des essais de spaghetti à l'école. Puis je dirais par contre, quand je suis arrivé à l'université, l'impro a changé ma vie. Oh? J'irais pas moins que ça. De participer à un colloque, tu sais, de sortir de la bulle des gens qui te connaissent, tout ça, puis d'aller dans, tu sais, 10 jours à Pointe à l'église, ça a eu un impact majeur sur ma vie. Mais l'impro est probablement la deuxième chose qui a eu le plus d'impact dans mon développement personnel. Puis qu'en fait, ce que j'étais aujourd'hui. OK. Comment? Moi, je crois fondamentalement que faire de l'impro, c'est une école incroyable au niveau de plein de compétences. Au niveau de la communication, au niveau de développer ses idées, au niveau d'être capable de faire des choix. On a 30 secondes, là. C'est-tu 30 secondes? 20. Oh my God! T'as 20 secondes, puis il y a 2-3 personnes qui pigent des affaires, puis on prend un choix, puis ça qu'on décide, on le fait. Tu changes pas d'idée après, là. Ah ouais. Tu sais, comme, faire des choix rapides, commit, et d'être à l'aise devant des gens. Moi, tu sais, j'ai fait des études, tout ça. Tout d'un coup, je me retrouve prof universitaire. Je connaissais mon sujet, tu vas en avoir une classe, puis let's go. Tu sais, comme l'improvisation m'a donné cette capacité-là. M'a donné la capacité de pouvoir aussi motiver. Quand j'étais à la Fédération des jeunes, tu sais, on développait des projets, puis là, on cherche pour des financements, puis tu sais, on allait au gouvernement, puis on faisait des pitchs de nos projets. Il y a un sous-ministre, une fois, il vient voir, il dit, Éric, man, toi, là, quand tu décolles, dans une idée, puis t'as une vision, puis tu nous amènes là, il dit, tout le monde est primé après, tout le monde croit dans l'initiative, parce que... C'est un bon caucus. Un bon caucus, là, tu sais. Puis on est tous dans la même équipe, en fait, puis tout le monde veut que ça se passe. Ouais. Puis c'était pas ça en rentrant à la réunion, tu sais, que vous savez comment ça se passe, là, tu sais. Alors, ces capacités-là, l'impro, c'est la meilleure école. Bien mieux que si, moi je trouve que si t'es dans un club pour apprendre à parler, comment ça s'appelle, les Toastmasters? OK, oui, Toastmasters, ouais. Oui, t'apprends à parler, t'es devant, puis t'apprends, tu sais, le ton de la voix et tout. Faire une présentation. C'est pas comme l'impro, parce que l'impro, c'est ceci, mais dans une variété de sujets, puis on se créait des personnages, on était des différentes personnes, et il fallait le faire croire, comme il fallait le rendre réel aux personnes qui nous regardaient. Faut aussi que t'écoutes ton partenaire, comme la personne qui est de l'autre bord, qui ne connaît pas ton idée, faut que tu l'écoutes, puis que t'es tout le temps en train un peu de la séduire avec ton idée, avec ta façon de faire en bas. Mais aussi intégrer les idées activement. C'est ça, fait qu'il y a comme plus un give and take que quand tu veux, je vais mettre en guillemets, manipuler quelqu'un, manipuler une situation,
t'es pas mal plus flexible. Mais je pense aussi que c'est beaucoup plus naturel. C'est beaucoup plus naturel comme de façon de s'exprimer, d'interagir, que comme de quoi être beaucoup plus formel qu'à faire des speeches puis que comme concentrer oratoire, sur... Ouais, sur comme vraiment si tu faisais un discours devant plein de gens de façon formelle, comme ça cadre dans ça. Mais l'impro t'apprend vraiment à parler avec les gens de façon casual, de façon personnelle, de façon aller chercher quelqu'un individuellement, je pense. Absolument. Puis l'art oratoire, c'est bien. Oui, il y a des groupes d'art oratoire, mais t'as ton sujet, puis là, il faut que tu développes ton argumentaire, tu le pratiques 25 fois, et tu l'as à la lettre, tu as maîtrisé tes intonations de voix à certains moments. Oui. On a 20 secondes en caucus en impro, là, tu sais. Oui. Puis là, l'impro est starté, puis ça s'en va ailleurs. Puis là, tu regardes, puis il y a quelqu'un qui est comme, vas-y, puis là, tu commences à sauter de la bande, puis c'est même pas quoi tu fais encore. C'est toute cette magie-là, puis quand tu rassembles tous ces éléments-là, quand tu rassembles ça, il y a de la magie qui se passe, puis de faire 5 ans d'impro à la Licume, une année en France, une autre année ici, mais tu développes des compétences, des habiletés qui vont te servir dans tous les aspects de ta vie. Tu sais, j'ai des enfants, moi, ça, je joue des games avec les loups, mon Dieu, on a du cheer fun, tu sais, on rentre dans des univers, puis tout ça, mais ça fait partie de ça, tu sais, ça devient qui ce que tu es, puis cette adaptation-là est incroyable. Puis aussi, comme que tu as mentionné, le fait, tu sais, quand on travaille, on fait pas des comparés, mais des mix, t'es avec l'autre équipe. Puis de donner, de recevoir, de choisir des idées, tu sais, c'est pas toujours la compétition, qu'est-ce qui va apporter le premier idée, tu sais, des fois il y a des longs silences, puis on voit quelle tangente ça va prendre, parce qu'on est clairement deux personnages différents, puis à un moment donné... Faut trouver. Oui. Puis ce moment-là de communication non verbale, avec un joueur qui est dans l'équipe opposée, pour construire quelque chose ensemble. C'est quelque chose, là. C'est comme la sport version de collaborer. Parce qu'au hockey, quand il drop la puck, puis si tu drop la puck, c'est qui ce qui est le plus vite à pogner la puck pour qu'on fait tout ce qu'on veut faire contre vous autres, là, Alors, cette collaboration-là, c'est aussi un élément super important, je trouve, là. Tu réponds, dans le fond, la question que Jonathan Savoie avait envoyée, comment l'improvisation a influencé ta vie professionnelle. Mais, je vais poser celle de John Boucher, qui renchérit dans le même sens. Où tu serais dans la vie sans avoir joué de l'impro? C'est quelque chose que tu es capable d'imaginer? Oh mon Dieu. Vu qu'on parle de ce Y dans le chemin, là. Si t'avais resté sur les... Que quelqu'un t'avait pas dragué sur différents chemins. Ouais, c'est ça, là. Rachel Gauvin, je serais pas derrière un arbre cette journée-là. Je serais peut-être ingénieur, à quelque part. Penses-tu? Peut-être, ouais, parce que j'ai décidé de quitter le génie pour aller faire un bac en loisirs. Bold move! Comme moi, il y a un cousin qui m'a dit, t'es craqué, man. Il dit, tu faisais la meilleure note de ESN en maths, puis tu t'envoies étudier en loisirs, comme... Ouais. Ça a aucun sens. Grosse job payante versus whatever. Ça a aucun sens. Moi, je dis, je passe tout mon temps à vouloir m'impliquer, puis travailler sur des projets, puis dans les comités à l'université. C'est là que j'ai du fun. Puis là, c'est temps d'aller au cours, puis ça me passionne pas. Je veux pas faire ça toute ma vie. Je pense que l'impro a probablement joué là-dedans. Sinon, même si j'aurais étudié en loisirs, tu sais, j'ai fait mon stage à la service de loisirs de la ville de Dieppe. J'aurais probablement pu avoir un poste là. Mais grâce à l'impro, mon engagement, tu sais, j'ai été m'impliquer dans la FECUM plus tard, j'ai été étudié en France. Tout ce parcours-là de ma vie n'aurait pas eu lieu, je pense, en impro. Parce que j'aurais pas été la personne que je suis. L'impro, il y a un deuxième impact important. Au-delà des habiletés, des capacités, là, puis je dois le dire. Puis le fait que je m'ai fait nommer Fireball a eu un impact significatif sur ma vie. Je suis d'accord, parce que je me souviens très bien que quand t'as runné pour la FECUM, le Fireball était... Sur les campagnes d'élection? Oui, le monde, comme, c'était sur le bulletin de vote. Yep. Le monde savait pour qui il votait. Éric Mathieu Doucette, qui c'est ça? Fireball. Comment est-ce que t'as eu ce nom? Tu sais, des fois, il arrive des petites choses insignifiantes, pis ça blown out of proportion, tu sais, sans cesse. Mais c'était notre party d'initiation, d'improvisation, la première année. Puis c'était le dernier semestre du cachot. Parce que le cachot a fermé à Noël 96. Moi, j'étais là en septembre 96. Puis on a été au cachot, tout ça, puis là, on dansait, puis il y avait un rond. Puis là, tu sais, toute la gang d'impro était dans le rond, puis là, le monde allait dans le milieu du rond, faisait des moves. Puis là, moi, j'ai été dans le milieu du rond, puis je fais faire le move. On dansait, puis moi, j'ai fait ce move-ci.
Tu réalises que c'est un médium audio. Oui, je sais. Ok. Mais décris-les, là, décris-les. Moi, j'ai quand même pas mal de monde qui vont l'avoir dans la tête. Ok. Oui. Alors, j'ai Fireball. fait comme si que j'ai courais, puis j'ai mis mes mains ensemble, j'ai fait comme si je pitchais une boule de feu à la Ryu dans Street Fighter 2, là. Puis il y a une fireball qui sortait. J'ai juste fait ce move-là. Puis là, Samuel Chesson puis Rachel Gauvin a dit « Oh my God, check Eric, il pitch des fireballs! » Et Sam s'est tourné à Rachel puis a dit « À partir de ce moment, on l'appelle Fireball. » C'est ça que c'est. C'est ça que c'est. C'est tout ce que c'est. C'est tout ce que c'est. La majorité des nicknames en impro, c'est toujours quelqu'un qui fait comme ah ouais, il y a un lézard. Puis là, Taureau. 40 ans plus tard. Taureau qui était à un bachelor party, c'était un Français qui faisait de l'impro. Puis là, il dit ah ben là, il y a Puce, il y a Bass, c'est tous des joueurs d'impro. Fireball, tout le monde a un surnom, mais moi j'en ai pas. Et Bass le regarde et dit à partir de ce moment, tu es Taureau. On l'appelait Taureau à partir de là, il aimait pas ça. Tout. Il est parti back en France. Careful. Moi, je quitte ce pays. Maxence. L'anglais de Migné. Oui. On On le salue. le salue. On le Ouais. salue. Bonjour Oui. Taureau. Oui, c'était vraiment le fun Je savais de... même pas qu'on l'appelait ça. Mais ouais. Non, il était super incroyable comme joueur. Parce qu'il y a des une bonne gens personne. il y a des gens qui pensent que c'est t'es nommé d'après l'alcool qui a ce nom-là. Absolument pas. Parce que ma deuxième année d'université, j'étais en résidence, tout ça, puis là, j'étais dans la cave à Lefebvre, puis là, j'avais ma vitre ouverte, puis on commençait à se préparer à sortir, puis là, j'entends Jean Boucher, il arrive, il dit « Fireball! » Je parlais avec ma mère au téléphone. « Fireball! Check ce site! J'étais à NB Liquor, il y a du Fireball! » Il a acheté une bouteille, ça faisait 1 an que je me faisais appeler Fireball, mais ça venait d'arriver sur le marché du Nouveau-Brunswick. Donc, Ça n'a aucun Et avant. rapport avec Tu l'alcool prédates comme tel. l'alcool. c'est ça. Donc, Il y a du monde qui a dit que l'alcool était nommé d'après moi. Je pense pas. là. Mais moi, je pense que tu devrais Je pense lire que sur c'est Monde. Mais veux pas, l'impact d'avoir un nom comme ça, moi, je m'ai jamais présenté aux gens comme « Hey, moi, je suis Fireball. Bonjour, appelle-moi Fireball. » J'ai jamais vraiment eu cette démarche-là. Je dis « Ah, bonjour, moi, c'est Eric, tatata. » But les gens, tout le monde m'appelait Fireball. So, eux autres commençaient à m'appeler Fireball. À un point que mes professeurs, dans un cours de comme 150 personnes, ils donnaient les examens, puis c'est écrit Éric Mathieu Doucette dessus, puis quand ça arrive à moi, c'est comme, tu sais, Michel Albert, José Turgeon, Fireball. Même les profs m'appelaient Fireball à ce point-là. Oh, En wow. classe, les profs m'appelaient Fireball. Il y a pas personne qui savait qui c'était Éric Mathieu. Jusqu'au point où que je m'ai présenté, je pense que je l'ai mentionné tantôt, aux élections de la FECUM, puis j'étais contre quelqu'un, puis lui aussi avait un surnom. Il s'appelait Patate. Son surnom était Patate. Puis lui, il a demandé, parce que c'était interdit de mettre les surnoms sur les bulletins. Puis lui a demandé une dérogation au règlement pour mettre nos 2 surnoms, puis il dit, ben oui, pour mettre nos surnoms, il dit, parce que ce qu'il faut que c'est faire, il y a personne qui sait qui c'est Éric Mathieu Doucette. Il dit ça aussi, qu'il y a vraiment une élection, il faut qu'on sait c'est quoi. Sur le bulletin, il y avait Patate, puis il y avait Fireball. ouais, ça finit qu'une patate rôtie. Parce que c'est ça, l'affaire, c'est un nom-là. Puis quand tu dis que ça a comme changé ta vie ou la perception que les gens avaient de toi, c'est que ce nom-là sonne pétant, ce nom-là sonne énergétique, tu sais, puis ça match ta personnalité, mais aussi, c'est bien plus excitant de voter pour Fireball ou pour... Mais surtout que Patate. Patate est moins engageant, je file, que Fireball. Oui, il y avait pas le bon surnom pour faire ça. Non, c'est ça. Non. Mais aussi, c'est ça justement, comme si les gens te présentent comme étant Fireball, ça vient avec un cachet. Puis aussi, hey, dans ma classe en 6e année, là, on était 9 gars, puis on était 6 Éric. Okay? Ah, ok. Wow. Ouf. Tout le monde m'appelle Éric Mathieu. Mathieu, c'est mon nom du milieu. Ouais. Mais c'est qu'on était 2 Éric Doucette. Mes profs ont commencé à m'appeler Éric Mathieu Doucette juste pour pas mêler avec les autres qui étaient tellement communs. Mais avec un surnom original comme Fireball, veux pas. Si quelqu'un dit, quoi ça fait hier, j'étais chez quelqu'un, puis il y avait une Isabelle, puis Patrick, puis Fireball était là. Ben, les gens entendent juste le nom, puis si que 2 ans après, qu'ils me croisent, j'ai entendu parler de toi. Ben, si que ça aurait été Eric, ça marque l'imaginaire à quelque part, veut pas, parce que c'est original, veut pas, là, puis... Je sais pas, ça a certainement eu un impact sur ma vie, pour ces raisons-là, puis je sais pas, peut-être parce que t'as un surnom dynamique, ça te motive à être plus énergétique, j'ai aucune idée. Je sais pas. Psychologiquement, il faudrait faire des tests. Parce qu'une des choses, t'as fait l'équipe étoile. Une fois. Je pense que c'est le tournoi à Ottawa, Oui, on était 2 substituts. puis t'étais substitut, J'étais substitut. mais t'as joué. Il y avait 3 substituts.
Ah, puis il y a une rotation. Une rotation, il y avait moi, Yann Bud, puis Stéphanie Godin, qui était substitut. Je pense qu'on a une rotation pour un spot dans l'équipe. Oui, on a oui. joué chacun 2 games à peu près. Okay. Non, c'était une belle expérience. Non, ça c'est le fun. Je pense qu'on sous-estime le rôle de substitut, mais je pense que ça peut être vraiment une expérience valorisante, là. Juste de vivre une cuille, de jouer avec des gens d'ailleurs. Parce qu'on entend tout le temps les... Tu sais, quand ce que tu fais de l'impro, t'as des parties, tu parles des impros, tu parles des histoires d'impro, des gens de la génération d'avant. Tu sais, comme on comptait d'histoires de Robert Gauvin, de Luc Leblanc, qu'est-ce qu'ils avaient fait, viens ici, mes cheveux, longs cheveux. Tu sais, ces histoires-là étaient comptées je sais pas combien de fois. Tu sais, Plus qu'une fois à l'émission. plus qu'une fois à l'émission, c'est ça. So, de faire partie, de voir ces autres équipes-là aussi et tout, ben, c'était quelque chose, absolument. Là. Et de comparer notre style de jeu, parce que je trouve que les ligues, on développe des styles. C'est que t'amènes ton style ailleurs, fait que là, ça... T'absorbes certaines choses Ouais. aussi, fait que là, tu... Qu'est-ce qui était le style de la licume par rapport à ailleurs? Moi, le seul ailleurs que je pourrais réellement comparer, mais c'est sûr que, tu sais, quand ce que t'arrives à la QI, mais tu sais, les équipes québécoises, tout ça, avions des forces différentes que nous. Mais moi, je pourrais faire la comparaison avec quand ce que j'ai joué en France. Oui, parlons de ça. Ouais, parce que ça, c'était dans ma carrière d'improvisateur, c'était un moment totalement unique. C'était comme une pause et tout ça. So moi, j'ai eu la chance d'aller étudier à l'université de Poitiers en Ouais. France. Dans mon imaginaire, on t'a juste parachuté dans le milieu de l'Europe. Puis, parce que c'est ça ta réputation. Par ce temps-là, comment est-ce que t'avais tellement d'entre-gens puis que t'étais golden, là. Partout ce que t'allais, tu te faisais des amis de même. T'étais cette personne-là. Fait que nous autres, on s'imaginait, ah oui, il y a juste un avion qui l'a juste droppé dans le milieu de nulle part. Il s'est levé de bout. Il a marché vers la civilisation. Il s'est fait plein d'amis. Il est dans une ligue à Poitiers. Il est arrivé une histoire qui ressemble à ça. Oh non! Ok, je vais la compter, puis après, je vais compter mon histoire Ok, d'impro. parce qu'il n'y a là. pas d'impro dans... Ben, Non, dans cette histoire-là, mais ça ressemble à ça. C'est drôle qu'il dise ça. Ben, il y a des bonnes chances, je t'appelle après, vous dites coupe ça, c'est là. ok. On était, moi puis René Boudreau, on avait gagné des billets d'avion dans le banquet des anciens de l'année de l'Université de Moncton. Il y avait 600 personnes, il y avait une paire de billets pour 2 à gagner pour aller faire un aller-retour en France. Puis René a gagné les billets, puis il m'a fait venir. Alors, j'étais son invité, on s'avait fait un petit pack, là. Si je gagne, je t'apporte, si je gagne, je m'apporte. Il a gagné, puis il m'a amené. Puis ça, on a appliqué pour des bourses, on est parti en France. Puis là, on a décidé qu'on allait faire du pouce à travers l'Europe. On est parti 1 mois et demi avant. On savait jamais où est-ce qu'on allait dormir le soir, on n'avait aucun plan, on rencontrait du monde. Sur un moment donné, on arrive dans une petite ville, puis il y avait un festival. Là, les gens nous avaient dit sur un bateau, « Ah, viens, il y a un festival à notre ville, viens, c'est gros, là. » Ben nous autres, là, c'est comme un festival, là, c'est comme le festival de la patate de Bursford. Tu sais, moi, c'est ça j'ai en tête, là. Mais non, c'est un festival qui s'appelait les Vieilles Charrues, puis ces Vieilles Charrues-là, c'était un contre-festival au Festival des Grandes Voiles, tu sais, les grands voiliers qui font le tour du monde, puis il y a des festivals. Mais là, c'était des fermiers qui faisaient des défilés avec leurs vieux tracteurs. J'adore C'est ça. un festival. Ben, à ce festival-là, il y avait 800 000 personnes, 3 scènes, Manu Chao, Ben Harper, comme... Pas festival de la patate de Bursford, Non. en tout, là. Sur moi puis René, on est là, on n'a pas de billets, c'est sold out, ça fait 6 mois. Il y a des scalpers qui vendaient des billets à 400 piastres qui les vendaient. Sur nous autres, on a acheté un 4 litres de vin pour 2 piastres et demi, c'était moins cher que l'eau. On s'est assis avec une pancarte, je cherche des billets pas chers. Puis les scalpers arrivaient, hey, vous les acheter, tu sais, 6 000 francs, c'est des francs ce temps-là. Puis à un moment, puis à Musu, ça s'est assis avec nous autres, puis à un moment donné, ils ont juste, il y a un gars qui a pris une coupelle de drink avec nous autres, on a ri, il s'est levé, puis il a pris 2 billets de sa poche, puis il a fait oups, puis il a droppé, puis il est parti. Golden? On n'avait pas une scène, nous autres, là. So, on va à ce show-là, juste pour dire, puis dans la mosh pit de Ben Harper, j'ai perdu mes lunettes. Avec 800 000 personnes. Perdu mes lunettes. J'ai trouvé les 2 lentilles puis les frames, fini total. Oh. So, après le festival, on trouve un terrain de camping à quelque part, on s'en va, on est sur le bord du lac puis tout ça, puis moi je dis à René, ben on était comme à 3 km la ville, vraiment dans le bois, je dis, ben moi je vais marcher, je vais essayer d'arranger mes lunettes. Puis René dit, hey, moi je vais rester ici aujourd'hui. C'est la première fois qu'on se séparait. Dans 3 semaines, c'est la première fois qu'on se séparait. So René s'est assis sur le bord du lac avec son livre, puis il a lu toute la journée. So moi je suis parti en ville. 6 heures plus tard, c'était silence pendant 6 heures, il entend. Boum, 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 il se tourne.
il y avait une petite festiva qui rentrait dans le parc, dans le camping. Il y avait des bras pis des jambes pis des têtes de chiens qui sortaient de la fenêtre. Dans ce festival-là, ça a arrêté. Moi, j'ai sorti de la festiva, puis il a sorti 5 punks anarchistes assis en avant. En arrière, il y avait des enfants, des chiens, puis 3 autres punks anarchistes. Puis dans la trunk, il y en avait d'autres. On était comme 14 dans une festiva. Puis on a sorti des barbecues puis de la viande, puis on a fait un gros barbecue. Moi, j'avais rencontré ce monde-là dans la ville. Hey, mon chum est au camping, ça vous tente de venir? Hey, let's go. Puis on a eu un fun de fou. C'est un exemple de comment est-ce que t'as passé de le petit gars gêné à ça en comme 6 ans, 5-6 ans, tu sais. Mais parlons de Poitiers, donc. Poitiers, l'improvisation à Poitiers. On n'a pas peur pour toi. T'es à Poitiers, tu connais personne. Je connais personne en tout. Donne-y 5 minutes. Je connaissais personne. J'ai vu un poster, improvisation théâtrale, avec une adresse. C'est vrai. Puis 1 heure, puis une date, puis c'était comme à soir, là. Tu sais, oh boy, je suis comme, je vais aller là. Aucune idée où ce que c'était. Finalement, j'ai réalisé que c'était sur le campus à l'extérieur de la ville. Je me rends là. Puis il y avait des buildings. Puis là, je cherchais pour l'adresse. Puis là, il y avait comme quelque chose que nous autres, on décrirait comme un chalet scout. C'est comme une bâtisse, une salle. Tu ouvres la porte, c'est une salle, là, tu sais. So, moi, ça m'avait pris longtemps avant de trouver. Il commençait à faire noir. Je voyais pas les adresses. So, je rentre là. Puis ça avait déjà commencé. Puis là, quand j'ai rentré, les animateurs, tout ça, était OK, parfait. On a fini ils ont fait des petits brise-glaces, tout ça. On va se mettre en rond puis on va se présenter. So, moi, j'arrive juste, je m'assis. Tout le monde se présente. Bonjour, je m'appelle, j'étudie en C'est ça. Bonjour, je suis un Français, moi aussi. Ah, moi aussi. Ça arrive à moi, puis je dis, bonjour tout le monde, tu sais, mon nom c'est Éric Mathieu, puis je suis un étudiant ici pour une année du Canada, je viens du Nouveau-Brunswick, je suis acadien, puis c'est ça, ça me tente de faire de l'impro avec vous autres. Le monde est comme, oh mon Dieu, tu l'as tellement, tu es champion et tu es génial, tu peux tellement faire l'accent québécois. Non, c'est... Non seulement c'est pas un accent québécois. C'est pas un accent québécois, c'est un accent acadien. Puis eux autres pensent qu'ils rajoutent une couche, tu sais, que je peux différencier le type d'accent que je fais, là, tu sais. Oh non, puis là, finalement, je suis comme, non, ça, c'est moi, là. Puis l'improvisation, là, ça faisait juste 3 ans que la Ligue était commencée. Puis dans leur imaginaire, c'était un sport québécois. Les Québécois, c'était des super vedettes. So, dès qu'ils ont su que je venais du Canada... ils ont tout le temps dit que je venais du Québec, là, même j'ai corrigé à chaque fois. Mais c'était comme, oh my god, il a déjà fait de l'impro. Il fait de l'impro depuis plus longtemps que ici, ça existe, là, tu sais. C'est vrai. So, moi, je suis arrivé là, puis c'est un style totalement différent. Beaucoup plus verbomoteur, surtout dans ces années-là. Moins cabotin, moins de catégories. Et c'était une ligue qui jouait, qui se pratiquait, puis toutes les semaines, on faisait des exercices, tout ça, puis il y avait un match par mois. Puis je choisissais 2 équipes parmi les gens pour être les 2 équipes qui jouaient le soir. So, c'était super bien, j'ai eu la chance de jouer deux parties, plus la partie contre l'équipe québécoise qui venait tous les années. Okay. Qui était comme la grosse événement. Right. C'était une expérience incroyable. Je m'ai fait des amis que je garde encore contact aujourd'hui. Chaque fois que je retourne à Poitiers, il y en a que je croise et tout ça. So, c'était vraiment une belle expérience, je dois dire. J'ai des moments marquants. Entre autres, une fois j'avais fait quelque chose, puis il y a quelqu'un qui se tourne puis dit « Ah! Il a pullé une chouine! » Je suis comme... Ou pull in bobble, je me rappelle plus lequel que c'était, mais pull. Puis là, je garde. Je veux pas puller un bobble. Je suis comme, qu'est-ce que tu viens de dire? Il dit, tu connais pas. Il dit, c'est un terme d'impro qui vient du petit Albert, qui veut dire, eux autres suivaient le petit Albert comme si c'était le dictionnaire de référence de l'improvisation. Ouais. Et ça m'a fait réaliser que ce l'était. Le dictionnaire. Ben, je sais pas. Pour ceux qui savent pas, le petit Albert, c'était une section sur le site web de la LICUM. Mm-hmm. Albert, c'est moi, là. C'est Michel Albert. C'était dans notre liste d'envoi par courriel. Dans ce temps-là, t'avais des listes d'envoi, en tout cas, avant qu'il y ait des médias sociaux. Puis, je pense à tous les jours pendant l'année, j'envoyais une définition, des fois. Puis la définition était niaiseuse, là. C'était des jokes. Mm-hmm. Puis éventuellement, je les ai mis sur le site web de la LICUM, qui existe encore à quelque part. Mais comme c'est ça, puller un chouine, puller un bubble, puller un fireball, mettons, c'était juste comme une façon de se moquer d'une sorte de cliché de comportement d'une personne. Ouais. Le fait que quand tu m'as conté ça, quand t'es revenu, puis tu m'as conté ça, j'étais comme, c'est absurde. Mais le pouvoir de l'Internet. Le pouvoir de l'Internet. Le pouvoir de l'Internet, mais aussi que les autres pensaient que c'était une référence
légitime. On s'entend, là, ça parle de vrais concepts, puis il y a des vrais... Oui, il y a des définitions que c'est plus pédagogique, là. Mais aussi, il y a du niaiseux là-dedans, puis j'ai un peu honte qu'il y a du monde qui checkait ça, puis qu'il l'interprétait, malgré le fait qu'il y avait là-dedans beaucoup d'insultes à mes amis, là, genre. Mais c'était... parce qu'il y avait pas beaucoup de ressources en ligne sur l'impro. C'est ça, hein? On parle de 2000, là. 2001, là. Il y avait peu d'infos sur l'Internet. En Europe, ça débutait. L'improvisation avec, tu sais, les ressources qu'ils avaient disponibles. Puis l'impro, ça a toujours été quelque chose que t'as appris en faisant. C'est oral comme tradition. C'est très oral, tu sais. Il y a une ligue, tu vas dedans, t'apprends. De débuter de l'impro, from scratch, tu sais. C'est difficile. Ouais. Pas par osmose, là, qu'il y en a qui ont été joués puis sont revenus, puis... Alors non, c'était vraiment incroyable, en fait. Puis ça m'a, comment dire, ça m'a fait faire avoir une bonne année, tu sais, pas intégrer la gang d'impro de la France, puis c'était tout des gens incroyables. Ben, c'est comme une gang de chums Oui, c'est ça. immédiats aussi, là. Je pense qu'on vit ça même dans le local. Absolument. Où ce que, toi, t'as fait de l'impro? Là, tout d'un coup, t'as une connexion avec cette personne-là. Oui. Tu sais que tu parles un peu le même sorte de langage à cause de l'impro. Ça a-tu affecté ton jeu? Ça a-tu changé Ouais, la c'est quand façon t'es que tu revenu, jouais? tu penses-tu que ça a changé ton jeu? Ben, Michel Albert avait dit que j'avais appris à prononcer mes A. Ah, voilà. Ouais, sur une carte de... Ok, c'est des cartes de liquide. Où il a été en France, il avait appris à prononcer ses A. J'ai déjà eu des quiproquos dans un impro. Entre autres, rentrer dans une dramatique. Il rentre dans une dramatique, puis l'autre personne est hors de lui. Il est déprimé. Puis il s'assied, puis il dit je ne sais plus quoi faire de moi. Depuis j'ai mon accident, puis j'ai perdu mes 2 gosses. La maison est tellement vide. Que moi, je pensais qu'il parlait de ses gosses. Non, il parlait de ses enfants. Ok. Ses 2 gosses, c'est ses 2 enfants. Puis là, il dit, ma maison est vide sans mes gosses. Ça, c'est en France, là. Ça, c'est en France. Oui, évidemment. Puis c'est une dramatique. Sur le coup. Sur le coup, je fais, ah ben, voyons. Il la pousse loin, celle-là, là. Tu sais, comme... Puis là, j'ai comme pas de punition, ok, je continue. Puis j'ai réalisé, ben, ça m'a pris un 3-4 secondes. Parce que j'avais entendu, là, que le gars, c'était des enfants. Ouais, non, c'était intéressant, mais en gros, le style de jeu était beaucoup plus littéraire. Référence à des choses. Que les autres avaient plus une éducation classique. Oui, c'est ça. Tu retournes dans la légume après? Puis la LIA, je pense que LIA. c'est comme dans cette même... C'est tout après la France, ça. Y a-tu des choses que t'as pigées de là pis t'as ramené avec toi? Peut-être, je me rappelle pas. Ouais, je suis pas sûr. Je pense pas. Je suis pas sûr. Moi, je pense que t'es comme... Je te vois beaucoup comme un joueur authentique, vrai à soi-même. Dans le moment. Puis je suis pas sûr que tu t'es laissé comme 1 an avec d'autres gens, t'as comme transformé. T'as plus de chances de les avoir transformés eux autres. Peut-être que oui, peut-être que non. On sait pas. Ils sont pas ici. On retourne pis ils sont juste rien qu'à ton image. Non, je penserais pas. Mais l'impro, c'est beaucoup développé. Puis je dois faire un shout-out à Charlotte qui est très impliquée dans la ludie encore aujourd'hui. OK. Je dirais c'est le Michel Albert de l'Université de Poitiers. Parce que là, on est comme presque 25 ans plus tard. Ah, absolument. Puis elle est encore impliquée, puis elle est l'arbitre, puis tu sais, ils ont vraiment développé le mouvement d'improvisation. Alors, c'est intéressant. Wow. Puis j'ai aussi eu la chance d'aller jouer une game à Lille. Alors, dans une autre ville où on est parti en road trip, qu'on a drivé, on était en Belgique après, puis comme, juste de vivre ça grâce à l'impro, c'était vraiment une belle expérience, là. Une des expériences d'impro que tu as eues, puis qu'on n'a pas mentionné, qui était pendant la LICUM, même pendant ta première année, je crois, c'est la question de coaching. Parce que Rémi Goupil dit, avec ton expérience en animation, dans l'enseignement, est-ce que le coaching t'a déjà intéressé? Mais ce que Rémi ne réalise pas, c'est que t'as brièvement été entraîneur pour une équipe. Hey, j'avais 3 mois d'expérience d'impro. On s'entend, là. J'étais juste là pour dire, j'avais mis un jacket pis c'était comique, j'avais un veston. Bah, j'avais aucune idée quoi je faisais. Je participais au caucus avec eux autres. Je sais même pas encore ce qu'un coach doit faire, ça. So, comment est-ce que tu t'es embarqué là-dedans? Comment cette opportunité-là est survenue? Ben, je pense que, moi, c'était toutes mes amis d'école. Moi, j'étais en première année d'université, eux autres en 12e année, on se parle encore. Je dis, hey, un tournoi, on n'a pas de coach, viens-tu? Ils m'ont appelé pour savoir si j'allais. Je suis comme, ben non, je vois pas. La gougoune, comme, pas la gougoune. Ah non, tu veux-tu venir? On n'a pas de coach. Viens, ça va être de fun. So, c'est là-dessus que ça a été. Je pense pas que j'ai joué le rôle de coach. J'étais comme le 7e joueur qui jouait pas. Ben, la question à Rémi tient debout dans ce cas-là. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais un jour? Mettons que
t'as des kids qui finissent par jouer de l'impro. Oh! Surtout au secondaire, même au primaire. Oui, ça pourrait m'intéresser. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais plus à contribuer, évidemment. Mais c'est sûr, ça fait longtemps que je suis sorti de l'impro. Tu sais, l'impro a évolué depuis ce temps-là. Les paramètres ont évolué. Mais j'aurais certainement, je pense, quelque chose d'intéressant à apporter, j'espère. Ben, je pense aussi que Il est pas en train de mettre son nom sur une feuille, là, Non. Non, mais je pense aussi comme, c'est clair que t'as jamais été comme un joueur qui était trop stressé pour les règlements. Puis c'est surtout ça qui a évolué. On peut-tu faire ça, on peut-tu pas faire ça? Tu sais, c'est, philosophiquement, je pense que tu restes à la bonne place dans le moderne. I was born at the wrong time. C'est ça. Mais quoi ça m'a donné l'impro en plus de ça, puis je dois le mentionner, c'est parce que tu as fait référence, la gang de chums. 96 à 2002, quand moi j'étais là, je peux pas parler pour les autres moments, c'était une bonne gang. On avait du fun, beaucoup de gens en théâtre, en infocom, de différentes places, des gens que pour moi vont rester mythiques dans l'improvisation. Puis on avait un fun fou dans l'arène. Mais on avait aussi beaucoup de plaisir à l'extérieur. C'est arrivé à l'université, tu quittes ta maison, t'arrives là. Puis dans mon cas, ben, je restais en résidence, il y avait la gang de résidence. T'avais les gens, la gang de ton programme que tu étudiais avec. Puis il y avait la gang d'impro aussi, à un moment donné, comme... À un moment donné, mais je parle plus au début, première année, il y avait cette gang d'improvisation-là qui a juste apparu dans ma vie. Tout d'un coup, tu te fais comme une vingtaine d'amis, puis dans 2-3 semaines, tu commences à les connaître quand même assez. Puis ça, c'est un gros impact, veux pas. Moi, j'avais jamais fait de sport d'équipe, puis j'avais jamais vécu ça. J'imagine que tu fais du hockey, tu fais du soccer, tu sais, volleyball à l'école, ça devrait être la même chose, mais moi, je l'avais jamais vécu. So, c'est cette première expérience-là de faire partie d'une gang affiliée à une activité, affiliée à une équipe régulière. Tous les lundis, on va jouer, on reste après, on jase. Les running gags s'installent, puis tu sais, puis ça m'a beaucoup apporté aussi, je dois dire. J'espère que c'est aussi solide que ça l'était avant à ce niveau-là. Parlons brièvement de ton après-impro. Disons qu'il y a des conséquences au fait que tu étais en impro. Tu es devenu directeur général de la FGFNB, comme on disait, puis t'as embauché plein... À chaque fois qu'on a besoin d'un animateur, pour toi, c'était-tu quelqu'un qui fait de l'impro? Et parfait pour ça. Il y a un bagage d'outils que je vois comme utile pour dans le fond, n'importe quel job, là. Je dirais oui, mais dans la manière que ça s'est fait, c'est pas en cause de ça. Mais oui, t'as totalement raison. Il faut qu'on revienne 2-3 ans plus tôt, peut-être. Puis il faut que je donne le crédit à Monsieur Paul Ward. Je pense que vous l'avez déjà accueilli à l'émission, parce que j'ai été écouter un petit bout juste avant de venir. Ouais. À un moment donné, la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick avait changé son mandat sous la présidence un dénommé Éric Larocque. Bon, il revient dans l'histoire. Il revient encore. Puis ils ont passé d'une association de francophones que tu devenais membre à des conseils étudiants. Leurs membres étaient des conseils étudiants, puis la FGFNB se voulait plus comme être... outiller des jeunes, on va pas juste faire des trips de ski où qu'on parle français, on va faire des colloques de leadership, des affaires de même. Ouais. Puis le virage c'est lent quand que tu changes totalement ta structure et tout ça. Alors, c'est un modèle qui est implanté à la FESFO en Ontario, la Fédération des conseils étudiants des écoles francophones de l'Ontario. Et Paul Ward venait de l'Ontario, il avait travaillé à la FESFO. Puis quand ils ont implanté les premiers colloques de leadership, ils ont embauché Paul pour organiser le colloque de A à Z. So Paul, qui est un joueur d'impro, pour ses animateurs au colloque, il s'est monté une équipe d'animation. Avec moi, Chick, Samuel Chesson, je sais pas, Jean-Sébastien Levesque, peut-être. Il a été chercher des improvisateurs pour faire ceci, puis on a organisé 2-3 colloques. Puis ça a super bien été. Puis là, j'irais dire, lui a fait ça. Si je veux monter une équipe, je vais aller chercher des improvisateurs, ils vont être bons, ils sont bons. Tu sais, moi, il faut que je me concentre sur quoi est-ce qu'on va livrer comme matière. Puis il nous a donné des formations en animation, comment dealer avec toutes sortes de participants, des trucs pour parler, parce que la FESFO avait des guides d'animation, puis comme il était outillé à bloc, puis il nous a formés, puis on a fait 3-4 colloques. So, quand le temps passe plus tard, j'ai eu la chance d'être embauché à la FGFNB. Ça faisait quelques années qu'il y avait moins de programmation, il se passait pas grand-chose. Moi, j'étais en Irlande quand j'ai eu la job. Okay, moi, je travaillais en Irlande, ils m'ont fait la job. Je suis comme, OK, je suis là dans 1 semaine. J'ai donné mon 1 semaine de notice. J'ai embarqué sur un avion. J'étais à Paris dimanche soir. Lundi matin, j'étais au bureau qui était dans un car wash à Dieppe. Puis là, j'ai appelé le président. Le président, c'était Luc Cormier. Okay. Luc Cormier, qui est un médecin cardiologue à
Georges Dumont, aujourd'hui, tu sais, il est super impliqué dans le collège des médecins et tout ça. Il a gardé sa fibre communautaire, même en étant médecin et tout. So, lui, il était président de la FGFNB puis il étudiait en médecine à Sherbrooke. So, moi, je l'appelle, première journée à job. Hey Luc, comment ça va? Je viens d'arriver à job. Il dit, c'est cool ça. Qu'est-ce que je devrais commencer à faire? J'ai enlevé la poussière des meubles, j'ai ouvert la pile de postes que personne n'avait checké. Puis il dit, ok, je suis content que t'es là parce que la première chose qu'il faudrait que tu fais, c'est que tu appelles les 21 écoles, il y en avait 21 dans ce temps-là, et que tu leurs annonces qui sont membres de la FGFNB, parce qu'on était rendu fin octobre, puis il y avait personne en poste, ça faisait des mois. So, annonce-leur qu'ils sont membres de la FGFNB, puis que l'AGA est dans 2 semaines. OK. Attends. Ça veut-tu dire qu'il faut que j'organise un AGA dans 2 semaines? Il dit, ouais, il dit l'AGA est dans 2 semaines. OK, t'aurais dû l'idée avec ça, là. Puis j'ai dit, là, on a-tu les rapports de l'année passée, les budgets? Moi, je viens juste d'arriver, j'ai aucune idée. Puis moi, j'avais étudié là-dedans, je savais quoi c'était faire un AGA, là. Il dit, t'as raison, Eric, 2 semaines, c'est pas réaliste. Je te donne 3 semaines. So, moi, je raccroche là, je suis comme, OK, j'ai un AGA dans 3 semaines. Aucune idée quoi ce qui s'est passé dans la dernière année. So, j'ai dit, let's go, on y va. Puis je m'ai dit, je vais appeler le monde qui ont déjà animé des colloques, comme moi, j'avais une base solide. So, j'ai appelé la gang que Paul Ward avait formée. Et je m'ai dit d'avoir des improvisateurs, même si que on a des sidekers, puis il se passe des affaires à l'AGA, mais on aura les habilités pour aller puis prendre ça en main, puis essayer de remettre ça du bon côté. Ça venu de là. Mais je donne le crédit à Paul Ward. Okay. C'est lui qui a formé la base de l'équipe et tout ça. Puis c'est à cette première AGA-là qu'a sorti les recommandations de avoir un projet pour rendre la musique francophone cool dans les écoles, qu'a créé Accro de la chanson. Un projet pour dire il faut outiller les jeunes à aimer des disciplines artistiques différentes que de la musique. Ça qu'a créé Art sur Roue, ce qui a eu un volet sur l'impro, ce qui a eu un volet art visuel, théâtre. Oui. Il y a eu des guides, comment développer une pièce de théâtre qui a été publiée par le ministère de l'Éducation. Alors, cette AGA-là a comme gearer la FGFNB sur la piste qu'on est parti dessus là-dessus. Merci, Impro. Merci. Oui, absolument. Puis... mais je me sens que t'es tout le temps en train de t'embarquer dans des projets de même, comme si on regarde ton CV professionnel, c'est plein de collaborations qui amènent à des nouveaux, comme cofondateur de qu'est-ce qui est devenu le CAFI, le Festival du Cirque. Tu sais, là, il y a comme plein de choses comme ça qui ont eu des retombées dans nos régions, que tu dis, vraiment, Fireball, t'es là-dedans? Mais aussi... Ça fait du sens. Ça fait du sens, tu sais, comme que t'embarques dans un projet, puis tu te sens que ça se fait. Comme je sens beaucoup ça de toi. C'est comme, cette chose-là qui semble un peu à côté, puis où est-ce qu'on commence avec ça? Regarde, ça se fait. Ça, c'est comme un moteur d'improvisateur. J'avais jamais vu de même, mais je trouve que t'as raison. Quand est-ce que t'as 20 secondes d'avoir un caucus puis faire quelque chose? Ouais. Avant qu'on te donne 1 an là, pour travailler ce quoi. Ouais, c'est ça, comme. Puis à quelque part, veut pas. C'est tous ces projets-là, c'était toutes des bonnes idées. Puis c'était juste comme, let's go, on fait ça. Puis si que t'es capable de rassembler des bonnes personnes autour d'une idée, qui ont des compétences, tout est pas mal possible. Alors d'avancer et tout, tu sais. Même si vous checkez la création de Impro Nouveau-Brunswick, on n'aurait jamais pensé que ça aurait été possible 20 ans passés, là. D'avoir une association provinciale et tout ça. Franchement, t'as raison. Je pense que c'est juste se faire dire de quoi puis faire OK. Yeah. OK, faisons ça. Le dire oui. Je pense qu'en impro, on est tellement habitué de dire OK, faisons ça, voici comment le faire, puis pas non, on va pas faire ça. Parce que dire non, on peut pas faire ça, c'est 3/4 du caucus qui est parti. C'est ça. Ouais. Faut que tu dises oui et comment. C'est comment faire ça, pas non, on peut pas. Tu pourrais toujours venir à la conclusion que non, finalement, ça se fait pas, mais ou ça se fait pas comme qu'on pensait. Comme qu'on pensait que ça se ferait. Voilà. Des belles leçons. Ça nous amène à aujourd'hui. En d'autres mots, on va faire maintenant les questions éclairs. Il y a plein de choses que les gens ont demandé. Oh boy. Oui, il y en a plusieurs. Hein. Oh non. Oui, puis sais-tu quoi? Tu peux répondre aussi court que tu veux. Il y en a peut-être des non recevables. Ça, c'est prometteur. Bon, on peut peut-être commencer avec celle-là, Yves Doucet, qui dit « T'es bien connu pour avoir un regard très positif sur tout. Le monde, la vie. As-tu toujours été comme ça? Est-ce que cette attitude a influencé ta façon de jouer de l'impro? » Je pense que cette attitude-là a pris racine dans la même période de ma vie que j'ai commencé à faire de l'impro. C'est 12e année, première année, sortir de la maison, devenir... Tu sais, t'arrives à quelque part de nouveau, tu sais, t'es plus la personne que t'étais dans un groupe social d'une école, tout ça, puis ça arrivait en même temps, et il y a certainement eu des impacts. Puis y a-tu quelque chose de plus positif que être dans une activité qui te force à tout le temps dire oui? Je le vois. OK. Michael Plourde?
Pour un Bobble ici, il dit « Qui est selon toi le meilleur joueur de sortir de Batters et pourquoi c'est toi? » Ah, je dirais pas que c'est moi. Ben non, je le sais que tu dirais pas que c'est toi. Mais lui est en train de dire que c'est toi, fait que... Ah ouais, ça c'est Ball, ça c'est sûr. Je sais pas, il y a eu des bons joueurs de Batters. Moi, je dirais c'est Chicks. Que moi, j'ai vu jouer. Ouais. J'ai moins vu jouer Yves Doucette. J'ai pas vu jouer souvent. Qui pour une génération est peut-être le meilleur joueur. Oui. Puis le Geneviève. Dans mes années, je dirais Geneviève, certainement. J'aurais dit John Diamond pour ce un impro-là que les gens parlent encore d'eux. Ouais, je l'ai pas apparemment, vu. Je l'ai pas vu. Ça, je dirais Chicks, certainement. Ben, justement, Yves Doucette, il demande d'autres questions. Il est committed, là. Juste un full disclosure, on n'a pas de parenté. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que il demande une question qui est très centrique autour de la Doucette. Mettons que tu te bâtis une équipe pour gagner un championnat en commençant avec les Doucettes qui sont passés à la licume. Toi, lui, Dave, il en oublie sûrement, il dit « Qui vas-tu chercher pour compléter cette équipe? » Il faut que je pique des Doucettes. Oui, Faut c'est que ce ça. soit les Doucettes. Je pense que Yves veut vraiment être cette équipe-là. Là. Attends. Il a dit compléter l'équipe. So, lui, toi, Okay. Ouais. Super Dave Doucette sont déjà dans l'équipe. OK. Y a-tu d'autres Doucettes? Je sais pas. Je peux même pas penser à aucun Doucette tout de suite. OK, ben je dois vrai dire Isabelle Doucette, qui venait de Charlot, dans les années à Geneviève Maltais, Karine Pelletier, qui a joué à l'école. Mais c'est la seule autre Doucette que Ok. je connais qui a fait de l'impro. Il y en a sûrement d'autres. Isabelle serait dans l'équipe. Il y a le cousin à Yves Doucette, Stéphane, Ok, oui. qui était coach de l'équipe étoile. Les enfants à Yves, ont-tu fait l'impro? Je crois que Clémence a joué de l'impro. Clémence, parfait, you're in the parfait. team. Euh, Je suis en train de rack ma brain pour les Doucettes. il y en a, mais on n'est pas en train d'y penser. Oui, là, comme je suis sûre que ça va nous fesser. Alright. John Boucher qui demande « As-tu des remords de conscience de t'avoir fait passer comme un adepte accompli du yoga pour faire une démonstration dans mon cours d'éducation de 4e année? » C'est juste un oui ou non, ça. Aucune. Parfait. Aucune. C'est ça, c'est de l'impro. Ça, c'est pur comme avoir le DNA de l'improvisateur. Non. T'arrives là. Ça c'était une histoire d'un gars gentil qui voulait aider son chum. Que son chum a une présentation sur le yoga puis cherche désespérément quelqu'un à venir faire une démonstration dans son cours qui était le lendemain matin. Puis moi, pour ma fête, j'avais eu une cassette VHS de yoga que j'avais regardé une fois. So, T'étais le plus gros expert que John a pu trouver. ben, dans son réseau, oui, j'étais le plus gros Vraiment, expert, c'est ouais. lui qui devrait avoir des remords. C'est lui qui doit avoir des Parce que remords. c'est sa présentation, là. C'est vrai, c'est lui C'est qui t'a lui. fait passer principalement. C'est lui qui a commis une fraude. Ouais, oui, puis moi, je suis arrivé avec des couvertes, des chandelles, du pot pourri, toutes sortes d'affaires, puis on a fait du yoga. Toute la classe. Ça, c'est vrai. Bon, ben, on a une question de Bobble qui dit décris-moi les ingrédients du Fireball Subway Special, s'il vous plaît. Puis Matthew Lewis rajoute comment est-ce que ce special-là a influencé ton jeu. Le Fireball Special. Le Oui. Fireball Special, oui. Ça, c'est... Une commande spécifique dans le seul restaurant Subway que tu pouvais la passer, parce que c'était exclusif, au Subway sur le coin de la Morton. Oui. Et de la McLaughlin. C'est ça. Aujourd'hui, c'est Il y a- un il y a- dépanneur, puis c'est vide où ce qu'il y avait Ah, le c'est-tu Subway. vide ou c'est le Subway? Ouais. Oui. Le Fireball Special, c'était un bologna round sub à 99 cents. C'est l'affaire la plus cheap qu'il y avait sur le C'est menu. l'affaire la plus cheap qu'il y avait sur le menu. Puis à toutes les questions, veux-tu ça? La réponse était oui. Veux-tu de la laitue? Oui. Tomate? Oui. Concombre? Oui. Hot peppers? Oui. Quelle sauce? Tout. Tout. C'était un tout. C'était Tout. tout. Tu sais, il commence laitue, il en met beaucoup, puis là, concombre. So, c'était probablement comme 12 pièces de légumes sur une slice de bologna Dans un pain. dans un pain. But le pain, tu remarquais pas, parce que c'était rien qu'une salade avec Ah. une petite bonne Puis sur le c'était top. mouillé, là. C'était mouillé. Moi, j'ai eu conscience du Fireball Special. Toutes les sauces en plus. Tout. Toutes les sauces. Il y en avait moins dans le temps. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, il y en a plus. Mais Ouais. parce que c'était une affaire où tu pouvais juste arriver puis dire, je vais prendre un Fireball Special, puis il savait qu'est-ce que c'était. T'étais là en train de le manger à la table, là, puis les sauces te Oh. dégoulinaient sur le long du bras, tombaient de ton coude, là, tu sais. Mais j'en ai mangé plus que mon sou. Ça a duré des années. Oui, pendant Je suis des années. retourné comme 5 ans après l'université, avant que ça ferme. J'ai dit, avez-vous des Fireball Special ici? Puis ils ont dit, j'ai entendu parler de ça. C'est plus les mêmes équipes, là. Non, c'est plus le même C'est monde. juste la rumeur qu'a resté tout ça.
Ben ça, c'était 2 repas pour 99 cents. Parce que tu finissais pas nécessairement ton Fireball Special. Non, c'est vrai. Ouais, c'était beaucoup de salaire. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est l'équivalent avec le prix de la laitue, là. Moi, je pense que c'est l'équivalent de 45 piastres. Ça, c'est vrai. Ça a-tu affecté ton jeu? Oui, c'est non, ça. Ça n'a pas influencé ton jeu. Ben oui, faut dire oui. Faut dire oui à tous les ingrédients, Michel. Oui, ok, oui. C'est ça, ok. Ça, c'est mon explication. Voici une autre question bizarre. John Boucher, t'as eu des animaux de compagnie non traditionnels. Oui. Tortues, lapins, entre autres. Lequel de tes animaux de compagnie te représente le mieux comme improvisateur? Je dirais pas Norm le homard, parce que lui, il a pas vraiment duré longtemps. Oh, pauvre Norm. Ouais, ben, il y a eu un bon funérail. Il était bon. Il faudrait, je dirais, le lapin. Parce que j'ai eu des tortues. John sait parce que sa mère a gardé mes tortues à Noël. Puis la seule raison que j'ai eu des tortues, c'est il y avait du monde qui avait des tortues qui les voulait plus, puis il allait les tuer. Ah, tu connais eux autres, il y a une tortue, ils vont les tuer. Tu connais quelqu'un qui voulait les prendre? Moi, je disais, moi, je vais les prendre, je vais pas tuer un animal. So, j'ai fini avec une tortue, puis 1 an après, puis c'était, hey, tu sais, les jumelles pastel, ils ont une tortue, puis ils vont la geler, ils vont la tuer. So, oh oui, je la prends. So, là, j'étais comme un refuge de tortues, mais à un moment donné. T'aurais dû aller chercher de l'argent du gouvernement. Pis ils ont toffé longtemps, ils ont vécu comme 15 ans, ils sont huge, tu sais, comme un bol à soupe. Oh, wow, ok, des vraies grosses, là. But je dirais pas que ça représente mon jeu, ça fait pas grand chose. Je dirais peut-être les lapins. Ouais. Ça fait du sens, ça. Non, les lapins qui étaient chauds pis ils couraient partout, pis ils étaient libres dans l'appartement, c'est comme un chat. Ils se couchaient sur le couch avec nous autres pis regardaient la TV. Ouais, c'était nice. C'est awesome. Il en reste une. C'est ça, une dernière petite question qui va nous segwayer à la deuxième partie. Yves Doucette demande, qu'est-ce qui est le plus chaotique? Tes impros ou la réalisation de ta thèse de doctorat? Oh boy! Ah ben la thèse c'est un parcours en soi, ça a duré longtemps, je dirais mes impros. Ben, on va entendre beaucoup plus à propos de ça dans la deuxième partie. On va prendre une légère pause à ce point-ci. Et au retour, eh oui, on parle de chaos avec Eric Fireball Doucette. À tout de suite. Nous sommes de retour. Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô? Et Éric Mathieu Doucette, dit Fireball. Bonjour. On parle aujourd'hui de chaos. Ouais. C'est ça. Donc, évidemment, l'idée nous vient parce que on se demande si ton jeu était chaotique. Là, c'est un peu la dernière question qu'on s'est laissé dessus. Toi, décrirais-tu ton jeu comme chaotique? Avec des tendances chaotiques. Ok. Ça fait du sens, ça. C'est sûr que 20 ans après, on se rappelle juste du chaos. Mais c'était pas juste ça que c'était. Ben, est-ce que le chaos, posons cette question-là. Est-ce que le chaos est essentiellement nécessaire à l'impro? Est-ce que l'impro est chaotique de nature? Absolument. Enlève tous les éléments chaotiques de l'impro, tu as du théâtre. Ok, oui. Un caucus, c'est chaotique. Ouais. Un début d'impro, c'est chaotique. Puis je dis pas chaotique, c'est une mix, je veux pas dire chaotique, on se bat pour qu'elle qu'on fait, mais t'as ces moments d'incertitude-là, c'est un peu le chaos. Jusqu'à temps qu'il y a une idée qui pogne et tout, c'est un chaos tranquille, un début de valse, c'est tout ça, mais c'est l'incertain, le chaos, c'est l'incertain. Et est-ce que, donc, l'art de l'impro, Oui. c'est de maîtriser ce chaos-là? Donner forme, donner ordre, Donner ordre, structurer progressivement. mais aussi laisser la porte ouverte au Ouais. chaos, hein, parce que c'est facile de rentrer dans l'impro puis dire, ok, je vais imposer de quoi, Oui, je vais imposer de absolument. l'ordre, Absolument. puis là, après ça, tu suis juste ton plan jusqu'à la fin. Puis ça fait un joueur que les gens aiment pas jouer avec. Oui. Non, parce que Non, ouais. c'est la rudesse. Totalement. Faut que tu maîtrises le chaos assez pour lui donner une forme, mais après ça, quand même laisser, que le chaos a quand même un pouvoir sur l'impro parce que tu veux laisser ces moments d'incertitude-là continuer à apparaître. Mais Je pense que si t'enlèves le chaos complètement, t'es juste en train de faire une histoire qui existe déjà. So, je pense Totalement. que t'es toujours... Si seulement dans ta tête, mais oui. Oui, c'est ça. Comme, je pense que soit parce que toi tu fais toujours ces histoires-là, ou que parce que c'est quelque chose qui existe, c'est comme une histoire bien rodée qu'on voit au cinéma, qu'on voit à la télé. Mais comme je pense que t'es toujours debout dans une tempête.
C'est juste que t'es en train de comme snatcher des choses pour bâtir quelque chose. Mais ils vantent encore, là. Ils vantent encore. T'es juste en train de construire, mais dans le milieu de la tempête. Totalement. Le chaos est toujours là. Tu fais une impro, une mix, que t'es deux aventuriers en quête, et tu t'es construit des personnalités, puis il y en a un qui est plus sérieux, mission, puis l'autre est plus là pour un deuxième objectif, puis là, ça s'est bien établi. Puis là, ils arrivent à quelque part, il y a une falaise, puis il y a une porte. Et là, ils s'avancent vers la porte, puis t'as un des joueurs des deux équipes qui se cache à la bande. Il ouvre la porte, mais il a aucune idée qu'est-ce qui va se passer. Malgré le fait qu'ils ont construit, qu'ils ont établi, tout d'un coup, il y a une autre tendance de chaos possible. Et c'est que comment incorporer ça. La base de l'impro, c'est un chaos, c'est un vide. C'est la construction au-dessus de ça. Des fois, la construction va très bien établie et tout. Il y a des tendances chaotiques, mais des fois, ça peut être le chaos total. So... Des fois, le chaos prend le dessus. C'est ça, il gagne à la fin. Ouais, parce que t'es quand même en train de bâtir sur un remous, là. Ben oui. T'es en train de bâtir sur quelque chose qui est instable. T'es debout sur un radeau. Oui, non, t'es en train de bâtir un radeau. Déjà dans l'eau. T'es dans l'eau, en train de bâtir un radeau avec... Des conneries. J'allais dire le flotsam, là, comme les débris. T'es dans l'eau avec des choses. De l'eau d'improvisation comme dans l'été. Dans l'impro d'avant, t'étais sur un bateau, là. Fait qu'on va construire de quoi de mieux, soit ici. Mais le bateau a coulé, puis là, t'es en train de... J'aime beaucoup la métaphore ou ben l'exemple de la porte là-dedans, parce que je me sens comme si, quand ce que tu es en train de bâtir, t'es en train de construire, l'idée que tu laisses toujours de la place aux autres joueurs, aux idées que tu t'attends pas, à tes propres flashs, qui pourraient tout envoyer dans le mauvais sens, ou dans le meilleur sens. Tu sais pas comment l'autre va réagir. Laisser aller au point où il y a des portes à ouvrir, où ce que ces portes-là s'ouvrent. Et de proposer le chaos. Ah ouais. Ah, parce que si, mettons que ces deux personnages-là ont établi l'impro, ils ont chacun leur rôle, c'est drôle, c'est punchy, ils font des aventures, mais dès que tu dis voilà une porte, mais tu laisses une porte à une nouveauté que t'as aucune idée. C'est pas comme si, regarde, il y a un cheval qui galope dans notre direction. Ben là, il y a quelqu'un qui va venir même ça, je trouve qu'il y a un mystère dans cette proposition-là. Parce que je sais pas comment. Oui, pourquoi. c'est vrai. Pourquoi. Mais c'est vrai que la porte est plus pure, dans le sens que, si tu dis, voici une porte, puis tu dis pas, tu sais, là, il y a des joueurs qui font ça, peut-être par maladresse, qui vont tout expliquer qu'est-ce qui se passe. Oui. Il y a pas juste une porte, là, c'est la porte de telle place avec telle chose derrière la porte. Puis c'est ça, qu'on cherche depuis le début. Oui. Puis il reste 30 secondes. Ouais. Je te le dis. je vais le dire dans l'arène parce que je veux que le public comprenne, mais je veux aussi que mon partenaire dans l'impro comprenne où ce qu'on s'en va, là, puis débarque pas du plan, là. Je veux pas de risque qu'on fait pas l'idée. C'est ça, j'ai déjà une idée, je pense déjà 30 secondes, une minute à l'avance, puis je veux absolument que c'est ça qui arrive. Mais plutôt, dans ton exemple, c'est hey, il y a une porte. Puis tu dis rien. Yeah. T'es dans le fond en train de donner à l'autre. Toi, dis l'idée. Ou une autre personne va rentrer, être l'autre bord de la porte, parce que ça, c'est une invitation aux joueurs sur les bancs. De sauter. Puis de dire, c'est pas important d'avoir un plan. C'est même important de pas en avoir un. Parfois, ça prend un peu de tout. Si que ça serait toujours la même formule, ça serait pas intéressant. Si que ça serait toujours établissons, tu sais, un squelette et on suit le squelette. Des fois, on a une super bonne idée puis on sait où est-ce qu'on veut aller. Puis ça peut faire des très bonnes impros. Des fois, on n'a aucune idée où est-ce qu'on s'en va puis il y a des très bonnes impros qui se passent. Oui. Absolument. Ça prend un mix des deux et de pas savoir dans lequel que t'es des fois ou que le public n'a aucune idée dans lequel que t'es. Ça peut faire de la magie aussi, là. Ben, je pense que c'est particulièrement important dans les mixtes. Ça. Parce que mon gros problème avec des joueurs d'impro, c'est la mixte. Ce qui refuse le défi de la mixte. Je sais qu'au Québec, ils sont en train de faire des caucus ensemble. Les deux joueurs embarquent puis ils se font un petit caucus ensemble. Oh, ouais. Pendant le caucus, là, c'est comme, qu'est-ce que vous faites? Comme là, c'est plus, il y a quelqu'un en train d'imposer son idée sur un autre, là. Oui. C'est comme juste une rudesse cachée, là, que je suis pas capable de détecter parce que vous faites ça en sourdine. Non, comme le défi, c'est de pas savoir. So, quand c'est en mix, quand deux joueurs rentrent, moi, puis je le dis souvent aux jeunes, là, quand c'est que j'arbitre. Toi, ton idée, là, je care pas c'est quoi ton idée. Puis toi, de ton côté, là, je care pas c'est quoi ton idée. Moi, l'idée que je veux voir, c'est la drôle de chose qui va apparaître entre vous deux. Toi, t'as rentré avec un quelque chose, toi, t'as rentré avec un quelque chose d'autre. Ces deux idées-là vont pas ensemble. Comment est-ce qu'ils peuvent aller ensemble puis créer une troisième idée? Les idées de caucus, moi, là, je m'en balance. Je veux l'idée qui est née dans l'arène devant nos yeux. Puis ça, c'est le chaos en train de venir ensemble, là. C'est cette idée-là qu'on est en train de discuter. C'est dans le chaos que la création, dans son état pur, peut se faire. C'est le même dans la Bible. Non, mais sans farce, c'est ça la métaphore qui est utilisée dans Genèse, où il y a juste le chaos, le sans forme. Puis là,
le premier jour, etc. Tu sais, la terre puis le ciel sont rassemblés. Le premier jour, on a fait des personnages, OK? Non, mais le deuxième jour... C'est intéressant parce que la science dit la même chose. Au début, il y avait juste du chaos. Le Big Bang, une explosion. Pendant les premières secondes, il y a juste comme de l'énergie. Il y a juste la poussière qui est poussée partout. Et éventuellement, elle se congrègue puis elle devient des planètes, des étoiles. Mais juste éventuellement. L'univers commence dans le chaos. Qu'on soit mystique ou qu'on soit scientifique. L'idée avant, il y avait pas rien. Avant, il y avait du chaos. Et là, soudainement, il y a de l'ordre. Soudainement, il y a des formes. Soudainement, il y a une histoire. Si on parle de l'histoire de l'humanité comme qu'on parle de qu'est-ce qui se passe dans l'arène. Hein? C'est vrai, c'était beau, bravo. Je t'ai vu prendre des notes, là, Isabelle. Non, c'était pas rapport. Non, mais comme je pense que t'as entièrement raison, comme je pense que le but de l'impro jusqu'à un certain point, c'est ne pas savoir. Comme fondamentalement, dans les eaux de l'impro, c'est ne pas savoir qu'est-ce que tu vas faire. Puis il y a quelque chose de chaotique, là, de juste rentrer dans une situation puis pas savoir qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est comme vraiment comme ancré dans l'ADN de l'impro. C'est obligatoire pour avoir de l'impro. Cela dit, tu as utilisé le terme chaos total. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Veux-tu dire comme ce qu'on appelle communément des free-for-all ou ce que... Ben oui, il y a quand même une ligne à ne pas dépasser. Y a-t-il une ligne? Absolument. Oui, je pense que oui. Où? Ah, très bonne question. Je sais pas que j'aurais répondu 20 ans passés, là. Mais... Elle était vraiment plus loin que... Plus loin, ouais. Je suis un peu plus sérieux aujourd'hui, là, j'avoue, là. Mais c'est correct des fois qu'il arrive des choses. Au-delà de ce qui est entendu et tout. Et ça peut faire partie d'un moment, et tout ça. Mais si qu'un joueur pousse constamment à rentrer comme un cheveu sur la soupe, faire n'importe quoi, qui n'a aucun lien à l'histoire, puis ça devient la running gag, je pense pas que c'est constructif du tout. Je pense qu'il y a cette zone grise à ne pas dépasser. Faire une culbute, il y a des fourchettes qui tombent partout, puis ça arrive, puis tu le mentionnes dans l'impro, même si c'est pas supposé être là, comme ça arrive, tu sais, mais de toujours rentrer, puis détruire l'histoire qui est en train de se faire construire, dépasser la ligne, parce que là, tu empiètes sur des choses que d'autres personnes ont apportées. La ligne, c'est l'autre. L'autre. Oui. C'est le respect de l'autre. Oui, probablement. Ça fait partie de la ligne. Je pense aussi qu'un joueur qui est chaotique dans ce sens-là pense qu'il est chaotique, mais il fait des décisions. Tu sais, comme je veux dire... Je vais leur phraser ce que tu viens de dire. Tu sais, on venait de dire que imposer l'ordre, ça pouvait être néfaste. Ça, c'est imposer le chaos. Le chaos, oui, c'est ça. Absolument. C'est une imposition pareille. Totalement. C'est quand même comme être en train de suggérer puis proposer quelque chose de très spécifique sous le chapeau caché de chaos. C'est comme t'es pas le dieu de l'impro, là. T'as pas rentré à le chaos, là. Comme, le chaos était déjà là. T'es venu faire quelque chose spécifique. C'est une présence chaotique, mais c'est des décisions que t'as faites. T'as créé quelque chose de précis. Ouais, tandis que comme un free-for-all, ça c'est le phénomène qui arrive, on se croise les doigts comme une fois par année dans une ligue. Une ligue qui joue beaucoup, ça arrive une fois par année. Quand ça arrive plus qu'une fois par année, là je trouve ça épouvantable. Parce que là, une fois par année, le monde trouve ça drôle. Ou ce que tout d'un coup les joueurs décident, let's go, on brise les règlements, on sort de l'arène, on est en train d'aller chercher des mottes de neige dans la banque de neige dehors. Ça oui, ça arrivait. Ça arrivait, ouais. Tu sais, on est en train de pitcher des mottes de neige dans la salle de spectacle. Là. Licher les sacs de chips qu'il y a à vendre, puis... ça, c'est pas nous autres. Non, ça, c'est ma génération. J'ai pas aimé ça. Mais tu sais, là, ce moment-là, que c'est juste fou, puis là, le public fait comme, OK, là, c'est complètement déraisonnable. Comme, il y a une explosion de chaos. Mais si ça arrive trop souvent, ça devient un shtick, ça devient presque forcé. Ben, y a-t-il une limite jusqu'à m'amener le chaos rend ça plus un spectacle? Qu'est-ce que c'est au lieu d'être un spectacle? Je sais pas. c'est toi qui as amené ça. Mais c'est juste que, comme qu'est-ce que ça devient? C'est qu'à un moment donné, je pense que ça devient anti-spectacle. Puis on perd le fait qu'on crée quelque chose. On est en train de produire, comme produit final, ça reste un spectacle. Pour un public, tu veux dire? Pour un public, mais même pour le monde en jeu. C'est comme à un moment donné, il y a comme une place que tu fais dans un free-for-all, que tu perds le fait que c'est un spectacle. C'est vraiment juste du monde qui court partout. Comme on dirait que tu perds cette lumière-là, jusque comme, moi je peux être n'importe quoi, puis on peut être n'importe où de l'impro, puis on dirait qu'on revient à des gens dans un espace qui sont en train de courir puis faire n'importe quoi. Je pense qu'on revoit les joueurs d'impro, on voit plus leurs personnages tout d'un coup. Ça comme nous sort de la création de l'œuvre, puis on revient à pour vrai qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est juste debout là en train de faire assemblant. Puis je pense que comme ça brise peut-être cette illusion-là jusqu'à un certain point,
quand ce que ça devient un free-for-all qui est plus about présenter quelque chose d'amusant ou d'intéressant. Ou... Ben, je veux dire, si c'est pénible à regarder, t'as perdu le spectacle, là, à ce moment-là. J'aime l'idée que la ligne, c'est le respect des autres, parce que... Ça inclut le public. Puis dans un free-for-all, quand un free-for-all marche, c'est qu'on est tous dedans. On est ensemble dans une impro, puis on perd le contrôle, ensemble. Puis ça devient d'autres choses. Ça a été construit. Perte de contrôle. Puis il y a eu du consentement. Consentement, absolument. Il y a eu du consentement. Tandis que si, dans ton exemple de tantôt, où quelqu'un vient puis il ruine mon impro avec du chaos imposé, là, il est en train de briser quelque chose que quelqu'un d'autre est en train de faire. Là, t'es dans une impro que tu voulais plus être dedans parce que il y a quelqu'un qui est en train d'imposer un chaos. Essayer de faire un free-for-all, puis toi, t'es pris dans le free-for-all, puis ça m'a déjà arrivé, puis c'est déplaisant. Peut-être ça s'en allait à quelque part, mais on le saura jamais. Mais là, je suis associé à ce site, pis c'est un mess. Fait qu'il y a un chaos qui est négatif. C'est comme faut doser, là. Ben, je pense qu'un exemple de ça serait aussi le décrochage. Puisque le décrochage est comme juste sur le bord d'être un chaos move, là. Un décrochage généralisé peut être vraiment le fun. L'exemple que le monde dit tout le temps, c'est bœuf, 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 nous partons vers la ville, là. Pour ceux qui savent, c'est comme, cette impro-là était juste un décrochage du début jusqu'à la fin, mais c'était mémorable, puis c'était amusant. Puis c'était chaotique dans beaucoup de sens, parce que le monde assez fort pour recommencer l'impro, puis il pouvait juste pas se rendre plus loin que bœuf, 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 nous partons vers la ville. Puis... Mais ça, c'était intéressant, puis amusant, puis mémorable. Mais comme, si tu fais ça constamment... Ouais, à toutes les games. T'imposes ça à d'autres mondes, que c'est pas juste organique, que ça s'est pas produit, comme t'aurais essayé de forcer le monde de rire, t'aurais essayé de faire le monde décrocher constamment. Je pense que ça perd la magie de ce chaos-là. Je pense que le chaos peut perdre sa magie si c'est forcé de même. Mais le chaos est réel. Non, ben, si qu'on le force, c'est pas du chaos. Ah oui, ok, oui. C'est-tu plus? Non, we have a plan, on va rentrer là, puis on va starter l'impro, puis on va tout commencer à rire comme si on décroche. C'est ça notre impro. C'est pas du chaos. It's a strict plan. C'est un plan. C'est vrai, la seconde que t'as fait la décision, c'est plus du chaos. Si ton caucus était ça, ouais. C'est pas... C'est chaos. Combien de... Ça, c'est une question intéressante à se poser comme joueur. Comment de décisions que tu prends, qui sont des choix, puis combien que tu penses qui sont... Je sais pas. J'ai comme c'est quoi l'inverse, là. Parce que tout ce que tu fais, c'est un choix. T'es tout en réaction à quelque chose. Oui, réaction au chaos. T'as de l'incertitude, mais aussi que tu fais un choix, t'es en train de résoudre l'incertitude. Fait que t'es tout le temps en train de dissoudre le chaos qui est devant toi. Le seul chaos qui existe, c'est les décisions des autres. Le chaos pour toi, dans ta perspective, c'est ça que les autres sont en train de faire. Ça, t'as pas de contrôle là-dessus. Mais toi, ce que tu fais, c'est des choix. Fait que si tu me proposes de quoi, ça, c'est chaotique. Yeah. Parce que c'est pas dans ma tête, là. Mais là, je le résous en y répondant, en y réagissant, en faisant un choix par rapport à ça. Puis là, ta prochaine réplique est de nouveau m'imposer du chaos, c'est-à-dire ta pensée n'est pas ma pensée. Fait qu'on est comme des îlots, là. Il y a juste de l'ordre dans ta tête. Puis n'importe quoi d'autre qui est extérieur, ça, c'est chaotique. Pourquoi est-ce qu'on a un caucus chaotique? Parce que l'arbitre vient d'imposer du chaos en nous donnant un thème qu'on... Choisissez. Vous Faites êtes des 4, choix. vous êtes 6, ouais. Puis là, t'as beaucoup de monde en train de tout parler en même temps, chaotique au bout, mais parce qu'ils ont toute une idée, ou sont en train de faire des choix, des micro-choix. C'est sûr qu'il y a un caucus. Chaque personne ne fait pas nécessairement une grosse décision. Mais t'entends plein d'idées qui ne sont pas les tiennes. Et t'es en train de choisir. Fait que c'est comme si on parle du chaos comme un chaos omniprésent en impro, toi comme personne, toi l'individu, t'es constamment en train de subir du chaos, mais dissoudre du chaos avec tes propres choix. Il y a comme une sorte de... Tu sais là, c'est quoi la loi de whatever là, l'énergie, pas perdre d'énergie, gagner de l'énergie. Ah, je serais. À quelque part, tu sautes dans le chaos. Tu choisis le chaos parce que t'as un caucus de 20 secondes. Des fois, on a une idée. Des fois, on dit, OK, toi, tu vas où j'y vais. Ouais. Des fois, ça siffle, là. Ouais. Puis y a rien, là. Tout ce que t'as, c'est le chaos. C'est le chaos. Puis la personne qui va perdre son pied, qui va passer sa jambe par-dessus la bande, choisit de sauter totalement à nu dans le chaos. Là, t'es comme un avec le chaos. Yeah. Oui, parce que si on prend le modèle que moi je donnais, là, où t'es tout en train de dissoudre du chaos, là, même tes idées te surprennent. Même toi, quand tu fais un choix, ça t'impose plein d'affaires, mais t'as eu vraiment pas de temps à calculer qu'est-ce qui seraient les effets de ton choix. Même un impro tout seul, quand t'arrives au bout de ton idée, là, quand ce que là, ça fait plus partie de ton idée initiale, ou t'arrives au gouffre, là, t'as l'abîme. Là, t'es en train de te chaotiser toi-même, là. Là, t'es en train de recevoir du chaos de juste la situation. T'es tout en train de dissoudre le chaos qui est devant toi. Puis c'est une des choses que j'adore à faire, comme dans des ateliers ou comme arbitre, c'est laisser des impros aller.
Jusqu'à temps que c'est intolérable. Au-delà du temps. Au-delà imposé. du temps. Vraiment. En atelier, là, je suis bad, là. Tu les laisses. Préparons juste comme 2 exercices, là, parce que oui, parce que quand le monde sont là, puis ils font leur affaire, puis là, quand je sens que c'est fini, non. Comment tu t'en sors? Qu'est-ce que tu Moi, fais? j'aime imposer du chaos supplémentaire, si tu veux, parce que là, ils ont fini leur idée. Puis c'est une des choses qu'on enseigne. Là, Isabelle fait beaucoup ça dans ses ateliers aussi. Ils ont son bout de l'idée. Ah ouais? Mais mettons que l'impro, t'as un autre 2 minutes. T'as pas de contrôle sur le temps quand t'es joueur. Comment est-ce que tu ressuscites cette impro-là pour qu'elle continue? Pas qu'elle se répète. Non, d'avoir les gars, tu d'aller plus loin. D'aller Qu'est-ce plus qu'elle va loin après? que l'idée. OK, t'es arrivé de ton aventure, tout le monde est à la maison, on a eu un festival. OK, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce que ces personnages ici font avec leur vie? Ils ont vécu ça. Comment ça affecte Puis fait la même prochaine chose. étape? Je l'ai fait Qu'est-ce faire la qu'on va même faire? chose. Viser encore une fin. Pas comme un début d'une impro qu'on va finir dans le milieu. Non. Ouais. Maintenant, vous avez comme un autre 2 minutes. Comment est-ce que ça finit? Puis on fait des choses comme ça pour mettre les joueurs on the spot, mais c'est ce chaos-là que tu files même quand t'as fait des choix, même quand t'es en contrôle. Comment est-ce qu'on peut déboussoler le joueur? C'est une importante partie du coaching puis de l'arbitrage. C'est de déstabiliser les joueurs au point où là, ils font de la vraie impro. Parce que je dirais que si tu acceptes pas le chaos, pis t'es ce joueur-là qui marche une ligne droite, avec un plan tout fait, qui force le monde un peu dans les boîtes, c'est plus de l'impro, ça. Là, c'est du théâtre. C'est de l'art oratoire. Ouais, c'est de l'art oratoire. Le plus préparé que t'es, le moins que t'es en train de jouer de l'impro. Le plus que tu joues sans filet, sans rien. En tout cas, c'est une des choses que moi j'aime faire, c'est rentrer dans une impro sans caucus. Abandonner le caucus. Puis juste rentrer, puis attendre, puis voir ce que ça amène, avec 0 idée. L'autre personne me dira de quoi, puis OK, on partira sur quelque chose. J'aime faire ça, j'ai pas toujours aimé faire ça, je sais pas si j'ai toujours aimé faire ça, mais j'aime faire ça. Je pense que c'est aussi de quoi que... Avec l'âge? Avec l'âge, je pense. Peut-être pas l'âge, mais l'expertise. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, tu deviens confortable avec ce qui est épeurant au début de ton cheminement d'impro. Comme je pense que juste être dans un caucus puis rentrer dans un impro avec un caucus est déjà très chaotique pour quelqu'un qui débute son cheminement. Ouais. Je pense que cette expérience-là de juste être debout là puis pas savoir des lignes, pas savoir qu'est-ce qui va se passer, ou plus loin que l'idée que t'as rentré avec, je pense que ça, c'est incroyablement chaotique pour un nouveau joueur. Mais je pense que quand tu deviens comme ami avec ce chaos-là, que là, tu deviens à l'aise de faire comme, OK, mais qu'est-ce qui est la prochaine étape que je peux explorer ça encore plus? Comment je peux pousser plus loin? Ouais. Comment est-ce que je peux vraiment plonger dans ce chaos-là à une étape encore plus poussée? Puis des fois, c'est dur d'accepter ça, de te livrer au chaos. Tu dis, mon public, il m'aime comme ça. Mais en réalité, je pense qu'ils vont t'aimer pareil, même si tu vas pis tu te casses la gueule. C'est juste à propos d'accepter ce chaos-là ou pas l'accepter. Le chaos, là, c'est pas juste dans l'impro. Le chaos est omniprésent. Les gens dans le temps qui me disent « Ah, tu fais de l'impro? Ah, moi, je pourrais pas. » Je suis comme « Tu fais de l'impro chaque jour. Cette conversation ici, c'est de l'impro. Tu sais pas quoi tu vas répondre avant que je dis une phrase. Tu sais pas qu'est-ce que moi je dois te dire, qu'est-ce que tu m'entends. Tu réponds. La seule différence, c'est là, tu joues toi-même, puis dans l'impro, on décide de jouer d'autres personnages. C'est la seule différence. Ouais. Mais une conversation, c'est de l'improvisation. Marcher dans la rue, conduire, c'est de l'improvisation. T'es toujours en train de décider quoi tu vas faire après, puis tu t'adaptes à la situation que t'as. Puis dans une fête, que tu te tournes, puis il y a un ami A, ami B, quelqu'un ça fait longtemps que t'as pas vu, mais c'est totalement une improvisation aussi. Parce que tu t'adaptes toujours aux situations qui t'es amené. So, moi, c'est pas ça que je dis que l'improvisation, c'est tellement un outil, oui, tu rajoutes tes personnages, il faut qu'on construise quelque chose en 2 minutes, mais le bénéfique de cette gestion de chaos-là, que t'apprends à dealer avec dans ta vie par la suite. Moi, j'étais beaucoup moins nerveux à faire n'importe quelle tâche dans la réelle après que j'ai commencé à faire de l'impro. Parce que tu t'habitues à cette adaptation-là. Tu sais, whatever qui se passe, mais on va s'organiser avec ce qu'on a. Puis, comme j'ai eu différents rôles dans ma vie, j'étais dans différents endroits, différents jobs, tout ça. Puis des fois, tu t'adaptes au milieu. Puis quand c'est en train de présider une assemblée avec des présidents de 50 organismes jeunesse de toute la francophonie, tu changes un peu ton intonation, puis la manière de t'expliquer. Tu sonnais moins comme le gars de Batters, qui Que t'étais au veut début. pas, puis tu sais, tout l'aspect de formalité, protocolaire, tu t'adaptes aux situations, mais c'est normal. C'est normal, comme si t'es en train de faire une game d'impro ou si t'es en train de dire tes vœux de mariage avant les familles de ta famille puis ton conjoint, tu vas agir, tu sais, prononcer différemment, tu sais. Tu t'adaptes aussi aux situations. Peut-être les improvisateurs sont meilleurs à s'adapter à différentes situations, Moi, je différents contextes et tout ça. C'est comme la vie, mais poussée à l'extrême.
Mais ça, c'est un sticker ou de quoi? Ouais, je veux dire. Non, mais c'est ça. C'est réagir à des situations. Fondamentalement, c'est ça que c'est, l'impro. C'est réagir à du stuff qui arrive. Oui, je pense que si tu te laisses embarquer dans le chaos, tu laisses ce blueprint-là, le caucus, puis les décisions pré-prises, puis l'impro que tu as inventé dans ta tête dans la douche ce matin-là, puis tu laisses tout ça aller. Vraiment, tout ce que tu ferais, c'est réagir à ce qui t'est donné. So, l'autre personne va faire de quoi? Tu réagis, l'autre personne réagit. On réagit jusqu'à temps qu'on a une histoire à la fin, qui est la même chose que vivre. Puis je dis pas qu'il y a pas du monde que dans la vie, il essaye pas de contrôler des situations. Ça arrive aussi. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. Le monde se pense, ben là, faut que t'aies comme un sens de l'humour, comme savoir comment construire. Puis oui, évidemment, ça, c'est des bons outils à avoir d'une façon ou d'une autre. Mais vraiment, tout ce que c'est je t'offre quelque chose, je réagis à ce que tu m'offres, et ainsi de suite, puis on bâtit. Je pense qu'il y a du monde, ça qui leur fait peur, c'est justement être sur ce sol instable-là. Il y a du monde qui préfère faire du théâtre, même dans leur vie. Oui. Il y a du monde qui préfère ne pas être devant une foule. Il y a cet aspect-là aussi. Oui, ça c'est d'autres choses. Je comprends cette crainte-là. Je vais poser la question à Nathalie Gauguin ici, parce qu'elle demande, y a-t-il une limite où le chaos devient normal? En impro? Comme ce que ça se normalise à l'intérieur de la même impro ou juste... Je sais pas. À poser cette question-là, je me demande où ce que ça nous amènerait. Moi, je pense qu'à l'intérieur d'une impro, puis en tant que personne, je pense que la réponse est oui. Je pense à cette impro-là, est-ce que Ludger, au lieu juste, il faut qu'il signe un papier, c'est comme une humoriste, écoute quoi. Puis il sort comme un gros crayon géant pour comme signer la documentation. C'est le premier élément dans cette impro-là qui était un petit peu hors de la norme. Puis ça, c'est choquant. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Mais là, à mesure que l'impro se déroule, il y a des choses qui sont énormes, il y a des choses qui sont petites, c'est là. Mais ça se normalise à un moment donné. À un moment donné, les attentes se rebalancent avec, les choses sont pas les grandeurs qui sont censées. Ça devient comme la nouvelle normale de cette réalité-là. Puis c'est plus autant chaotique que le premier moment. Puisque j'étais pas prêt pour ça. Mais je pense qu'à un moment donné, ça se balance, puis ça devient les attentes à tout le monde. Puis là, à la fin de l'impro, le punch final, c'est utilise quelque chose, puis c'est la bonne taille! Nobody saw it coming! C'est ça! Puis là, c'est chaotique de nouveau. Mais tu décrivais... Tu vas contre les attentes. Tu décrivais au début aussi comment est-ce que il y a le chaos au début, puis là, tout d'un coup, là, on se reconnaît, là, on réalise dans quelle histoire qu'on est. Les paramètres, les normes sont établis. Si on parle de, pas de limite, mais si le chaos se stabilise quand ce que le public comprend qu'est-ce qui se passe, quand ce que les joueurs comprennent qu'est-ce qui se passe, ça qui semble chaotique prend une forme. C'est ce moment-là. Mais à quelque part, on pourrait aussi dire que non, il n'y a pas de limite, parce que le chaos est toujours normal. Mais il faut pas mettre le mot chaos puis le mot farfetch comme dans la même catégorie. Absurde, genre. Absurde. L'absurdité n'est pas nécessairement du chaos. Tu peux avoir des éléments absurdes qui rentrent dans un impro, mais tu établis cet univers absurde-là. Absurde veut dire quoi? Hors de la norme, dans le fond? Au contraire de la réalité normale. C'est ça. Ouais. Mais ça veut pas nécessairement dire que c'est chaotique. Non. Non, ça peut même être très absurde, mais très, très structuré. Ben, je pense que si on regarde nos dramaturges du théâtre de l'absurde, Ionesco, peut-être il y a du stuff qui est extrêmement structuré, mais il y a aussi des moments de chaos calculés. Oui. Si je pense à la cantatrice chauve, qui est la première pièce, mais la pièce de Ionesco, c'est parce que je la connais bien, là, c'est pour ça que j'utilise en exemple. Tu sais, il y a plein d'affaires parce qu'il y a une horloge qui sonne, elle sonne pas les bonnes heures, c'est tout calculé, les personnages parlent presque robotiquement, il y a beaucoup de motifs qui reviennent, bing bang, bing bang, bing bang. C'est absurde, mais c'est aussi ordonné. Puis là, t'as des moments où ce que l'horloge déglingue, soudainement, puis là, les personnages savent plus qui sont, puis il y a comme une sorte de... Je l'ai joué un moment donné, puis ça, c'était le moment où on oubliait nos lignes. Parce que ça il y avait rien qui allait ensemble, ça. On oubliait nos lignes, puis on a fait 2 présentations. Là. Puis une des présentations, on a complètement oublié nos lignes, puis le prof avait trouvé ça la meilleure version. Ouais. Parce qu'on était comme, tout d'un coup, on se regardait, puis on tenait des chaises devant nous autres. C'est comme si on était dans une guerre avec la pièce. Yeah. Là, t'avais un moment de chaos. Je me suis évanoui pendant cette pièce-là. Oui, parce qu'il fallait que je crie trop haut, puis j'ai vu le tunnel fermé sur moi, puis là, je suis dans un blank. Je suis debout dans un blank noir ou gris, puis tout d'un coup, j'ai commencé à entendre une ligne que je reconnaissais, puis que ma ligne suivait. Ça, je me suis accroché à ça, puis ça a revenu. Mais j'étais passé out. T'as tombé? Non. T'as juste comme, il y a un moment Non, j'ai comme reculé sur ma chaise, puis j'ai comme tombé dans ma chaise. Comme me suis accroché à ces paroles-là. Mais il y a eu un moment dans cette pièce-là, le moment chaos
où ce qu'on a tout oublié nos lignes. On a sauté des bouts, là. Mais le prof avait trouvé que, là, le fait qu'on était c'était chaotique. On vivait vraiment le moment. Ouais, sur l'absurde est comme comme l'impro. Là-dedans, il peut y avoir des choses qui sont ordonnées. Là-dedans, il peut y avoir des choses qui sont chaotiques. Absurde n'est pas un synonyme, t'as raison. Oui, c'est un très bon point. Bien que ton histoire avait comme un élément absurde. Pour on appelait ça le chaos, là. Oui, c'est pas nécessairement que le crayon était énorme. C'est plus que c'était un élément inattendu, comme vraiment, comme tout le monde a fait comme un ok. Attends, dans quelle impro que je suis, là? Wow, faut que je figure ce que je fais, là. Ok. Puis comme, c'est ce moment-là d'intensité que je pense que c'est, après ça, c'est comme le concept, puisque comme si tu tapes sur de quoi dur, le monde sursaute, mais la deuxième fois, le monde sursaute pas autant. Comme je pense que ça, c'est comme le premier moment, c'est le chaos qui intervient. Puis là, après, il y a une aisance qui se bâtit parce que tu t'attends au chaos plus. Mais ça devient plus du chaos parce que tu t'y attends. C'est ça. Là, je pense que ça diffuse ça. Je pense que c'est vraiment juste ce moment-là de « OK, on sait pas. OK, On rentre-tu là-dedans, on continue tout dans cette voie-là. C'est ça, là. OK, on continue, ben let's go. L'histoire de cette conversation aussi, c'est l'histoire d'ailleurs, je trouve la conversation slightly chaotique. Dans le sens où on a pris comme un thème abstrait puis on n'est pas trop sûr comment l'aborder. C'est pas comme ça d'habitude. Des fois. Des fois, oui. Ouais. Des fois, puis d'autres fois, il y a quelqu'un qui arrive avec une thèse puis il la lit. Puis si j'appelle la conversation chaotique, c'est qu'on est un peu en train de chercher comment en parler. C'est la même idée, c'est si on est dans une impro, ce que le public peut voir comme, oh, là, c'est choquant, cet élément-là. Là, la curveball. Si la curveball choque les joueurs et le public, puis là, tu dis, ben là, après ça, on se lance dedans. Là, on a compris où est-ce qu'on s'en va. Là, on a dissous le chaos qui est devant nous. Mais le thème de la conversation, c'est bien que le chaos est constamment là. Puis on est constamment confronté au chaos. L'idée de l'impro, c'est toujours dissoudre ce chaos-là. Ce qui est intéressant pour le public, je pense, puis pour le joueur qui le joue, c'est cette dissolution-là du chaos. C'est cette maîtrise du chaos. Parce que c'est ça que je pense que le monde pense qui est cool à propos de l'impro. Ils le vivent de l'extérieur, anyways. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils ont rien de préparé. Ils se lancent dedans. Pas de peur. C'est courageux à quelque part. Puis ils réussissent à faire de quoi. Fait que pour le joueur, le héros le samouraï de l'impro, que Robert Gravel appelait, ton ennemi comme samouraï, c'est ce chaos-là. C'est cet inconnu-là. C'est ce manque de forme-là. Toi, tu vas rentrer, puis tu vas dresser cette affaire-là. Tu vas dire, toi, le chaos, tu vas prendre la forme que je te demande de prendre. Puis constamment, que ce soit avec le temps qui passe, puis il faut que tu aies d'autres idées, puis d'autres idées, puis d'autres idées, ou que ce soit d'autres joueurs qui rentrent, puis qui changent la façon que tu perçois ton impro, t'es constamment en train de dealer avec le chaos, le manque de forme, que t'es toujours en train de dresser. Non, toi, tu vas prendre forme. Ah, cette affaire-là, ben la seule façon que ça fit, c'est faut que je fasse ça pour le placer. C'est pour ça que je pense que ça devient normal pour une personne qui fait de l'impro, ça fait un bout. Comme à la question à Nat, comme je pense que c'est pas comme une crainte de ce chaos-là, c'est comme une collaboration avec ce chaos-là. Comme c'est à beau de faire comme le chaos existe. Ça, c'est un joke que je l'ai appelé notre vieil ami, le chaos. Mais à quelque part... Non, mais c'est bien dit. Si on est tous les deux dans l'impro, dans une impro, il y a un troisième joueur avec nous autres. L'incertitude. C'est le chaos. C'est ça, c'est l'incertitude. Le chaos est avec nous autres, puis on sait jamais quand est-ce qu'il va nous lancer une curveball à travers des fois nos propres bouches. Je pense que c'est un peu ça, hein. Il y a comme quelqu'un d'autre dans l'arène avec toi. On est en train de décrire ça comme si c'est comme une deity, là, comme si c'est comme une présence comme... Non, pas une présence qui a une intelligence. C'est juste une force de la nature. Ok, oui. Pour de vrai aussi. Tu sais, t'as utilisé le thème curveball. Mais une curveball n'est pas nécessairement un chaos. C'est juste une proposition. Oui. Un peu hors norme. Que t'as pas vu venir. Qui nous envoie dans une nouvelle direction parce qu'on l'a pas venu. En tout cas, si c'est bien joué. Parce que il y a deux façons de réagir à la curveball. Oui. L'autre, c'est caller une barre. Oui. Non, moi, j'essaye même pas de taper cette barre-là. Je vais juste dire ça, c'est un non-sens, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Je pense que ça, c'est refuser le chaos. C'est refuser l'autre joueur, c'est refuser la proposition, c'est rude, là. C'est un refus. Il y a une punition pour ça. Il y a un refus de situation qui existe, justement pour ces choses-là. Fait que si c'est refuser le chaos. Puis le chaos, c'est un peu comme, c'est le joueur que tu peux pas refuser. Mais c'est-tu vraiment du chaos? Parce que c'est une proposition. Ben, une proposition. Je pense que la personne qui reçoit la curveball vit du chaos. Je pense pas que la proposition elle-même. Mais ça peut être personnel. Mettons dans ta tête, tu commences une impro. C'est complètement personnel. Un gars, une fille, ils sont dans une chambre, ils parlent, eux autres s'imaginent qu'ils sont dans leur chambre, c'est comme une first date, puis là, quelqu'un cogne à la porte. Eux autres pensent, oh, c'est la mère ou le père, et on va jouer là-dessus.
C'est pas clairement établi qu'est-ce qui se passe. Puis quand ces gardiens de prison, ils sont dans une cellule. OK. Mettons. OK, c'est une bonne curveball. C'est juste une curveball. Ils avaient pas établi qu'on est dans notre chambre puis te sneaker par la On avait vitre. fait des décisions On dans ta présumait. On présumait. So, c'est une curveball. Mais des fois, les curveballs sont un peu plus imposantes que d'autres, mais c'est quelqu'un qui arrive pour apporter une autre idée, mais c'est pas celle-là que t'avais. Ouais. C'est pas nécessairement le chaos. Puis dans ce cas-ci, c'est pas en train de contredire ce qui se passait. Pas du tout. Mais c'est en train de recontextualiser. C'est ça. Fait que pour les joueurs qui sont là, Ouais. qui les autres pensaient d'autres choses, c'est une curveball. Puis eux autres vivent. Parce que je dis pas, la curveball est pas le chaos. Il y a rien qui est le chaos. Le chaos est le chaos est le chaos. Il y a des choses que tu fais qui introduisent du chaos, puis t'as raison, pour certains joueurs. Oui. La personne qui vient faire la move, là, le curveballer, cette personne-là, elle vit pas le chaos. Non. Elle a une idée, puis elle va faire son idée. C'est exactement Puis, ça. puis pour la foule, il y en a peut-être dans la foule qui dit, c'est là qu'ils sont. Comme ce curveball-là, c'est comme, là, je comprends. Tu sais, comme, c'est toutes les perspectives Oui, différentes, oui. là, veux pas. Ben, t'as dit ça tantôt, puis je pense que c'est vraiment intéressant, le fait que, comme, le seul vrai moment qu'il y a pas de chaos pour un joueur, c'est quand eux parlent, comme quand eux sont en train de contribuer. Jusqu'à un certain point, oui. So, comme je pense que la seconde que, comme, si moi je dis, moi ma réplique confirme qu'on a une piscine. Moi, là, je m'ai juste préparé mentalement jusqu'à on a une piscine. Après, là, qu'est-ce qui se passe avec ma propre proposition? Ça rend potentiellement nouveau dans le chaotique parce que, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait ici? On est dans une piscine, j'ai proposé ça, mais la seconde que j'ai arrêté de proposer l'idée, il y a 1 million d'options, il y a 1 million de situations. Puis peut-être que tu penses aux prochaines répliques. Comme toi, on a une piscine pour des raisons que tu essaies d'amener. T'as pas fait ce choix-là nulle part. Mais l'autre personne, tous les autres joueurs, peuvent vraiment faire virer la sauce, là. Yeah. Eux autres peuvent décider que c'est une autre raison. T'as en tête qu'est-ce que ça peut être. Tu vois qu'est-ce que le chaos peut devenir. Mais quelqu'un peut décider, non, ça devient d'autre chose. Pour toi, toutes les options que t'avais pensées, Puis je pense que c'est pour ça que, comme, c'est juste pendant que toi, personnellement, t'es en train de proposer puis concrétiser quelque chose de vrai dans l'impro. C'est le seul moment qu'il y a vraiment pas vraiment chaos pour toi-même, personnellement. ben c'est là que toi, t'es en train de dresser le chaos. C'est là que t'es en train de contrôler le chaos. produire le chaos pour d'autres mondes. Oui. Ça, c'est intéressant parce que t'es en train de, simultanément, donner forme au chaos, donner un ordre au chaos, mais créer du chaos pour toutes les autres. Ouais. Ça nous prend un diagramme, là. Oui, puis il y a le contraire du chaos. Le chaos, il se passe en impro, ça pédale, ils construisent des choses, il y a des problématiques à résoudre, et il y a quelqu'un qui rentre, puis il fait une punition que je pense même pas qu'il existe, mais que t'as déjà donné, Deus Machina. OK, oui, j'ai déjà donné Deus Ex Machina. Ouais. Quelqu'un qui arrive, puis tout d'un coup, il a le truc qui répare tous les problèmes de l'impro. Alors, tu viens de shut it down, il n'y a plus de problème, tout est réglé. Oui. Il reste 4 secondes, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose de comique. Il reste 2 minutes. Non, mais... C'est ça. Mais je pense qu'aussi, connexe à ça, c'est expliquer le chaos. Jusque comme quand ce que le monde rentre dans des impros pour faire comme c'est le temps de tes médicaments, là. Ça, je fais que c'est un réflexe de faire j'aime pas que l'impro était dur à expliquer puis à comprendre. So, ma façon de régler c'est de dire c'était parce que vous êtes toutes comme dans un hôpital. Tout le monde est confortable, ça, tout le monde sait ce qui se passait, là. J'ai éteint le fun même du chaos en faisant ça. Je pense que c'est la même chose que ça. Je pense que c'est comme avoir tellement peur du chaos que faut que tu expliques, puis faut que tu résous, puis faut que faut que tu adresses toutes les affaires, enfin on se comprend. Il y a effectivement, il y a une raison que ça qu'on enseigne en impro, c'est de créer des conflits. Parce que dans le conflit, il y a une histoire. Pas dans la résolution du conflit, mais dans comment est-ce que le conflit peut devenir de pire en pire. Ça, c'est ça qui est drôle ou dramatique. C'est comment est-ce que ce conflit-là peut devenir de plus en plus. Pour nos personnages, on est en train de leur donner la même expérience. On veut que nos personnages aient pas de contrôle. On veut que nos personnages soient pris dans des situations hors de leur contrôle, ça va soit être comique ou dramatique selon ce qu'on essaye de créer comme effet. Mais ça, c'est aussi ce que le joueur est en train de vivre. Mais si quelqu'un rentre, le Deus Ex Machina, comme tu dis, comme si quelqu'un rentre puis résout la situation, il n'y a plus d'impro. Oui, je pense qu'il l'avait donné à un moment donné parce qu'il y avait eu une avalanche, puis les gens étaient pris dans une avalanche, puis quelqu'un arrivait avec un super chassoir, puis il a juste tout fait fondre la neige en 3 secondes. Qu'est-ce qu'on fait? Ça mène à son propre sorte de chaos, parce que là, tout le monde a besoin de te regarder dans le blanc des yeux, fait qu'est-ce qu'on fait dehors? Oui. Qu'est-ce qu'on fait dehors? Oui. Oui, c'est sûr que s'il reste beaucoup de temps, le chaos est soudainement ressuscité. Mais sinon, c'est mais aussi, c'est quoi l'histoire qu'on watch, là?
Ouais. Ça, oui. Puis il y a quand même des limites à des extrêmes rudesses. Si qu'un impro est magnifique, ça se déroule, c'est dans univers A, ça se tient, ça arrive à la fin, quelqu'un rentre à la fin juste pour dire je déplogue le Matrix puis vous êtes dans des pods. Ouais, ok. Ça, c'est une version plus intéressante de couper. Ou c'était tout un Ouais, rêve. C'est tout un rêve, tout un film. Tu sais, l'impro était excellente, idéale, elle avait pas besoin de cette tournure-là en tant qu'une impro comme telle. Yeah. Puis quelqu'un qui fait ça juste pour avoir un punch final, pour que les gens s'en rappellent, gagner un vote ou deux, c'est une rudesse aussi. Selon moi, c'est pas, je veux pas dire la punition, mais c'est un comportement rude. Détruire une fin d'histoire juste pour apporter un punch final. T'amènes un point intéressant. Ouais. T'as dit tantôt. Mhm. Dans la vie, dans la nature, le chaos règne. L'univers marche chaotiquement. Il y a de l'ordre là-dedans, mais tu sais, si tu mets du lait dans ton café puis check le tourner, c'est impossible de calculer exactement qu'est-ce qui va se passer mathématiquement parce qu'il y a du chaos dans tout. À la fin, quand ce que tu dis, il va y avoir des pods ou tu l'expliques, faut tout t'explique qu'est-ce qui se passe, t'es en train de limiter juste le chaos de la nature. C'est-à-dire qu'il y a rien qui s'explique anyways. Je peux pas expliquer comment une personne va réagir dans une certaine situation. Sur le monde qui essaie de narrer ces choses-là puis de donner comme de l'ultra forme à leur impro, ils sont en train d'aller pas juste contre l'impro. Ils sont en train d'aller contre juste les lois de la nature. Ou ce qu'il faut allouer pour ça. Ben, on a une question d'Isabelle Godin qui demande qu'est-ce qui fait que certaines personnes fonctionnent mieux dans le chaos que d'autres? Puis je pense qu'on est en train de déjà évoquer un peu comme une sorte de joueur qui a le réflexe de vouloir aller réparer ça quelque part, d'aller comme résoudre ces situations-là qui sont plus chaotiques. Y a-tu certaines sortes de personnes qui fonctionnent mieux? Ben, moi, je pense que quelqu'un comme Eric fonctionnait très bien dans cette image du joueur-là parce que tu donnais une liberté qui allait au-delà des règlements. Il y a du monde qui joue, là, surtout dans notre temps. Il y a du monde qui joue avec la peur de pogner une punition. Ça baisse ton apport. Ouais. T-Bone sort de ce corps. Non, mais ils ont peur de se faire punir. Il y a beaucoup de jeunes qui ont peur de se faire punir parce qu'on punissait beaucoup. Oui. Je pense qu'il y avait comme ça, là. Peur de se faire punir fait que se limiter. Non, je veux pas aller faire ça au cas où ce que je me ferais punir. Tu sais, puis j'ai des expériences comme arbitre dans cette ligue-là, dans la Ligue 1, où ce que, tu sais, ben, un moment donné, Sam Chiasson se penche vers moi puis il dit, oh, tu me puniras s'il faut. Parce qu'il savait qu'il y avait une idée qui était sur la ligue. Qui voulait exploiter, ouais. Ouais. Puis il m'a dit, oh, tu me puniras si tu veux. Puis ok. Il s'assit sur le bord de la bande puis il y a une conversation avec une personne dans le public. Oui. C'était une très bonne impro, ça. Puis cette fille-là, t'es en train de juste répondre, réagir normalement. Oui. Ouais. Puis ça aurait pu, puis elle connaissait pas. Ça aurait pu foirer, ça aurait pu être quelqu'un timide qui voulait pas parler. Puis il aurait fait de quoi avec ça. Mais il a fait de quoi avec quelqu'un qui répondait puis qui était un petit peu sassy puis c'est comme que tu fais me parler. C'est ça. Puis lui, ben, c'était juste carrément l'humoriste que tu vois qui interagit avec une personne de la C'est ça, right? Yeah. So, il fait une affaire de même, mais c'était aussi intime. Il était assis sur le bord de la bande, il était vraiment quasiment sur ses genoux, là, tu sais, là, comme, c'était vraiment proche, parce qu'il était dans la rangée d'en avant. Puis ça a fait un impro qu'on n'a jamais vu. C'est ça. Puis qu'on n'a jamais revu après. Non. Parce qu'une fois que tu fais quelque chose de même, that's it, on l'a vu. Comme ça, c'est un joueur qui a pas peur de se faire punir. Cette idée-là, je suis pas sûr qu'elle fit les règlements. Who cares? Who cares? Je pense que toi aussi tu jouais comme ça, Eric. C'est pas juste les fourchettes qui revolent. Mais c'est juste comme être libre de sa personne, puis comme si ça punit, ça pue. Puis là, tu te mets pas de limite. Ouais. Sans faire par exprès. Non, sans faire exprès. Par express, c'est d'autres choses, right? C'est quelqu'un qui veut de l'attention terriblement. Mais si tu joues puis t'es pas en train de penser au mind killer, là, comme qu'on appelle aujourd'hui, t'es pas en train de penser aux punitions, t'es pas en train de penser à qu'est-ce que cette personne-là dans le public pense. Il y a plein de choses qui peuvent te limiter. Oh, je dois avoir ma place dans l'équipe étoile. C'est comme, dépendant de comment je joue. Toutes ces affaires-là te limitent parce que tu t'empêches de jouer, de faire des certaines choses. Puis en plus, t'es dans ta tête en train de faire de trier des choix au lieu de juste faire le choix. Au lieu de juste comme, t'es dans le chaos puis tu t'empruntes des choses. Il faut que ça soit organique. Je pense que c'est ça que j'essaie d'en venir tantôt, c'est que si tu t'as dit l'impro t'es belle puis t'es là, whatever, puis là quelqu'un a forcé quelque chose dessus. Mais si t'es juste en train de vivre les moments organiquement, puis toi-même tu supposes que ça s'en va, puis ça fait une belle impro, puis il y a une belle répartie entre les joueurs, puis il y a une belle fin, puis mais ça a tout arrivé organiquement, pas basé sur un caucus, pas basé sur un pré-match. Ça a juste arrivé parce que l'univers est le même. T'sais, une feuille tombe d'un arbre, elle va tomber où ce qu'elle va tomber organiquement. Elle va pas faire un angle carré tout d'un coup, là. C'est la même chose. On veut pas d'angle carré dans nos impros, on veut juste que ça soit organique, pas stratégique, organique. L'idée de juste pas se limiter, puis juste jouer. Le nombre de fois j'ai dit ça à du monde. Juste joue. Comme pourquoi tu te mets ces idées-là dans la tête? Pourquoi tu essaies d'éviter des punitions? Pourquoi tu essaies de faire l'équipe étoile? Pourquoi tu essaies... Juste joue.
Ouais. Puis ça va se corder. Ça que tu veux qu'il arrive va arriver. Tu vas t'en retrouver dans le bois un moment donné puis rencontrer plein d'amis. Comme c'est... Yeah. La vie va juste arriver. Puis l'impro va juste arriver. Ça, je pense que comme si t'as peur du chaos, ce que t'as choisi de faire. Ouais. J'adore commencer des conférences à des jeunes qui veulent jouer de l'impro, des colloques d'impro, des choses comme ça. J'adore commencer avec ça. C'est comme, donc vous avez choisi cette activité où ce que vous allez aller sur un stage avec aucune préparation, puis vous allez faire des sketchs, puis après ça, quand vous avez fini, vous allez demander au monde de vous juger. C'est vrai. Vous avez choisi cette activité. Totalement. Acceptons qu'on a choisi que notre amoureux serait le chaos. On a décidé que le chaos, c'était pour nous. T'sais. Je pense que pour répondre à la question à Isabelle, c'est ça la sorte de personne. Je pense qu'il y a eu des bons joueurs qui étaient très contrôleurs, oui, mais il y a une limite à ça. Je pense que le joueur qui s'y plaît plus, c'est pas juste à propos de bien jouer. Il y a quand même des degrés de comment confortable que t'es avec le chaos. Il y a des très bons joueurs qui vont être moins portés à rentrer dans une mix, plus portés à des comparer. Il y a d'autres joueurs qui vont être plus portés à rentrer troisième joueur avec une idée qu'ils ont eue puis qui rentrent faire leur idée. Que il y a un appel à quelque chose pourrait se passer puis tu rentres puis tu vas voir ce qui va arriver. Tu sais, il y a des gens qui sont plus confortables quand même dans un plus grand contrôle qu'un chaos total en tant que tel, j'imagine. Il y a pas deux sortes de personnes. Non, c'est ça. Il y a un spectre. Oui, c'est ça. Il y a un spectre du chaos. Puis je pense que chaque personne évolue avec le temps aussi. Oui. C'est comme je pense que il y a du monde qui jouait juste des comparés, qui ont éventuellement gradué à être plus à l'aise en mix, puis éventuellement sont à l'aise en caucus. Puis je pense qu'il y a comme un cheminement de parcours d'improvisateur, puisque tu deviens progressivement plus confortable avec ça. Daniel Ouellette. Pout? Une question où pour toi. est-ce qu'il est rendu, Pout? Il est à Saint-Jean, il est enseignant. Excellent. Il dit, Pout. je RPG encore avec. Ah, vraiment? Comme que toi, t'RPG encore avec des gens de ce temps-là. Paul Ward, Eric Laurent. Paul Ward, alors, on est des vieux joueurs de rôle. Puis on a joué ensemble aussi. Oui. À une certaine époque. Bonne chance, Cacor! Shout-out, Paul. Tu étais connu comme un joueur qui jouait en dehors des limites, écrites ou non, du jeu. Mais à ton avis, quels étaient les avantages et les désavantages de cette philosophie? Le joueur qui se donne au chaos, qui joue libre, est-ce qu'il y a des désavantages? Là, on parle beaucoup, on est en train de vendre ce personnage-là, mais est-ce qu'il y a des désavantages à ça? Je pense que c'est devenu un peu comme une running gag. Moi, je pense qu'à travers Fireball, il y a des punitions. J'ai fait une couple de punitions les premières games, puis j'ai pogné ce rep-là de Fireball, il faut, puis il fait des punitions, puis je pense que j'étais plus prône à pogner des punitions que d'autres personnes, parce que ça faisait partie du show. À quelque part. C'est comme ton persona. Pas 100%. Ouais. Puis oui, je me risquais plus, mais quelqu'un d'autre qui serait risqué pour une première fois à faire quelque chose, ça aurait passé. Puis c'était pas juste moi l'arbitre, là. Ah non, Gwen, oui, absolument. Gwen, absolument. Gwen aussi, là, c'était comme dans ton cercle immédiat, là. Geneviève Maltais. Fait que peut-être c'est ça. C'est plus le fun d'en donner à Fireball parce que... Oui, ça fait partie de ça. C'est un autre le public fait comme Comme y a-t-il encore des joueurs qui sont expulsés de match? ça a arrivé... Oui, ça arrive la Califaction. Oui, il y a un joueur qui s'est fait expulser. Ouais. Mais c'est plus rare. Je sais pas en ligue, là. Parce que moi, ça m'arrivait assez souvent, puis ça prenait 12 punitions dans mon temps avant d'être expulsé de game. Ah ouais, c'était... je pense que la tendance est à moins punir. Ouais. Surtout punition personnelle. Ces jours-ci, on est beaucoup comme dans des matchs jeunesse. Mm-hmm. Les jeunes, on est plus encourageants. Ouais. Mm. Tandis que ça fait longtemps là, que j'ai pas fait du universitaire ou plus vieux. Comme, oui, là, le zèbre d'or, là, mais ça, c'est pas un endroit où tu t'expulses ben. Non. Ben, je pense qu'aussi, comme, il y a beaucoup de raisons que le monde se fait expulser, qu'il n'y a pas de quoi on valorise tant que ça. Comme, il y a beaucoup d'erreurs comme techniques, qu'on est beaucoup plus lousse dessus. Mais je pense que la grosse différence, c'est que ça, on parle de jeu de ligue. Oui. D'une ligue, quand tu joues tous les semaines. Oui, c'est ça. Si t'es dans une ligue où ce que tu joues comme 3 fois dans l'année dans une saison, ok, là, expulsion, c'est rough. Ça t'enlève beaucoup. Mais si on jouait comme nous autres, on jouait comme 20 games par année, là. Prélim. 20 games, si tu te fais expulser dans la 7e ou 8e impro, big deal, on s'en verra la semaine prochaine. Ouais. Yeah. Fait qu'il y avait plus d'occasion de ça. Puis de faire un show de ça. Il y a beaucoup plus d'expulsions dans ce temps-là. Ouais, parce que j'ai senti, à un moment donné, j'avais 2 punitions, puis c'est la dernière impro, puis j'étais dedans, je suis comme, ça va pas prendre grand-chose, une punition. Ça va, une des dernières games de l'année, ouais, c'est ça.
sauf que c'est pas un désavantage. Ben non. Il y a un moment de show, tu peux comme Ben oui. faire ton coq là, qui décolle en maudit mais t'es pas, puis c'est aussi à propos de dire oui à ça. Ouais, puis moi j'avais un petit peu le personnage que je jouais que je comprenais pas que j'avais une punition. T'es un peu comme une dumb blonde de Ouais, l'impro. je comprenais pas. Hmm. C'est un petit peu comme ça que j'avais joué, je pense, puis ça traînait, puis... Je pense qu'on a répondu beaucoup des autres questions qu'on avait. Vois-tu un danger dans la création du chaos et l'expérience des autres joueurs? On a évidemment parlé de ça. Merci, Rémi Goupy. Est-ce qu'un chaos qui est géré demeure chaotique? On a parlé quand même de ça. Merci beaucoup, Mathieu Chalifou. On a fait une bonne job. Qu'est-ce qui différencie la bonne impro chaotique versus la mauvaise impro chaotique? On a parlé du free-for-all puis du bon puis du mauvais. Merci beaucoup encore une fois, Mathieu Chalifou. On était vraiment comme organisé dans notre chaos. Notre discussion du Quand chaos. même. Ouais. Et Mathieu demande une dernière question. Quelle est l'impro la plus chaotique que tu as ever vue? Et qu'est-ce qui l'a rendue si bonne? Là, il résume beaucoup de choses ici. C'est vrai, faut que ça soit plus chaotique, mais bon. Non seulement c'est la plus chaotique, mais elle est bonne, mais aussi qu'on se souvient d'impro. Oui. Moi, je le sais. C'était oui. à la QI, à Montréal. J'étais là comme spectateur. J'avais monté, j'avais retrouvé des amis là-bas aussi. C'était un impro avec nous autres, puis je me rappelle même plus quelle équipe c'était. Ils étaient dans un appartement, puis il y avait comme un party, du bruit, tout ça, puis ça finit en free-for-all, que tout le monde était dessus. Le plafond d'en haut avait un party, puis comme il y a 8 joueurs qui ont tombé dans l'arène parce qu'ils avaient tombé dans l'impro, puis tout le monde était comme enligné avec ce qui se passait, puis c'était magnifique. J'ai jamais vu autant de personnes réagir dans une impro, puis c'était d'avoir cette uniformité-là dans un chaos total. C'était absolument incroyable. Je pense que c'était la meilleure impro que j'ai jamais vue. Wow! Ouais. Puis c'était un impro chaotique. Ouais. Ça répond à ta question, Mathieu? Avez-vous des Moi, suggestions? je pense pas que j'ai des suggestions. J'ai de la misère. Je peux pas battre ça. Rappeler des... Non, ça c'est certainement le meilleur. Ça, je peux pas battre ça. C'était une des dernières games, là, de la QI, là, puis d'avoir deux équipes qui compétitionnent dans... Ouais, en plus. Tu sais, en plus, là, ouais. Ouais. Non, je pense que ça, c'est le winner. Sur ce, donc, je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur X et Instagram et Improvisation NB sur Facebook et TikTok. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à Éric Mathieu Doucette pour s'être prêt à l'exercice. Merci à vous. Merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine, une prochaine saison pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Il fallait-tu faire un cliffhanger pour la prochaine saison? On sait pas qu'est-ce qui t'arrive. Ça va être chaotique. C'est la saison la plus chaotique qu'on a jamais eue. Saison 10. Dun, dun, dun. Et du plus puni. Et du plus puni. Non, tu l'as dit pire. T'amènes un point intéressant. Ouais. Je suis pas sûr que tu le vois, là. Mais on n'a même pas mentionné que t'avais appris à cracher du feu pour vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est un lien avec le cirque. Ça, c'est probablement dû au fait que il m'était Fireball, toi. Oui, c'est ça. Vrai. Ça inspire.